bienvenue à ce conseil municipal. En préambule, j'étais un peu devancé, mais je voulais souhaiter la bienvenue à Sohan, voilà, qui rejoint la vie palentine. Donc bravo aux parents, félicitations à la maman, et on est ravis pour vous. Et puis, voilà, vous dire qu'aujourd'hui c'est un conseil municipal, c'est le conseil de l'année qui est quand même un peu complexe, puisqu'il traduit les budgets notamment, et on a quand même 15 points à l'ordre du jour, donc c'est un conseil. Salut Olivier. Bonsoir. C'est un conseil dont assez dense, donc n'hésitez pas, s'il y a des sujets, notamment sur les budgets, où vous voulez qu'on accélère un peu, si parfois vous préférez qu'on prenne du temps sur certains points, n'hésitez pas à solliciter Anouk qui est en visio avec nous. Voilà, donc je vais commencer par vous lire les procurations, et nous avons une procuration, si ma mémoire est bonne, de Noël Bonnard Schumberger à Soisy-Glanco. Voilà, j'excuse Marianne qui va arriver avec quelques minutes de retard, le temps de fermer la boutique. Il nous faut maintenant désigner un ou une secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? On a 2 candidats. Ah bah non, alors. Alors, Soïc Salin? Je veux bien. Très bien. Eh bien, écoutez, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Et puis, je vais vous demander l'approbation du PV de la séance du conseil municipal du 30 mars 2026. Et nous avons eu une désapprobation qui a bien été prise en compte et qui sera adressée notamment dans ce nouveau PV du conseil. Voilà. Donc, sinon, y a-t-il d'autres remarques sur le PV de la séance du 30 mars? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, nous allons passer maintenant au point 1 de l'ordre du jour, avec les affectations de résultats, qui est le premier volet de la partie financière, et je vais céder la parole à Pierre-Paul. Alors, comme on l'a déjà vu en commission et comme on le fait tous les ans, vous savez qu'il y a une affectation des résultats de l'année précédente à inscrire au budget primitif. Donc, le projet de budget primitif et toutes les pièces vous ont été transmises par courriel au 14 avril, avant cette séance d'aujourd'hui. Cet envoi avait pour seul objet de permettre une première prise de connaissance des documents budgétaires. Ça ne constituait pas la convocation officielle du Conseil adressée séparément. C'était juste une information financière. Donc la commune de Le Palais, dont la population est inférieure à 3500 habitants, n'entre pas dans le champ de l'obligation de transmission prévue à l'article du Code général des collectivités territoriales. La transmission anticipée a néanmoins permis de garantir l'information des élus avant l'examen du budget primitif. Alors, il convient d'affecter les résultats de fonctionnement de l'exercice 2025 dans les conditions suivantes. Sur le budget principal de la commune, le report en fonctionnement au compte 002, résultat de fonctionnement reporté, pour un montant de 1 651 953,94 est affecté au compte 1068, qui sont donc les excédents de fonctionnement capitalisés. Pardon. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Entendu, vous avez dit qu'on était une population, en population DGF, donc on est en dessous. De 3500, oui. Donc effectivement, il n'y a pas une obligation de transmission. C'est vrai. Par contre, il y a une obligation d'information quand on pose des questions. À un comptable ou bien à son maire ou à un DPS, etc. Il y a une obligation, c'est pas forcément la transmission du document municipal intégralement. Par contre, vous êtes tenu de répondre aux questions. Ça, vous êtes tenu de le faire. Tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on fait. Donc, merci pour cette précision. Effectivement, vous n'avez pas à nous envoyer le détail complet par mail, etc. Ça, non. Mais par contre, les réponses aux questions précises, elles doivent être données. C'est tout. Voilà, c'est une remarque. Mais comme on l'a dit, néanmoins, on a transmis l'information aux élus. Pardon. Alors, l'information que j'ai demandée, moi, je n'en ai pas eu. L'information que j'ai demandée, je n'en ai toujours pas eu. Une petite information, parce que vous en avez demandé beaucoup, donc je pense qu'on a mobilisé beaucoup les équipes sur vos questions, et quand on vous renvoyait des réponses, d'autres revenaient. Il faut que vous soyez assez clair sur vos questions. Toujours les mêmes questions. Oui. On les a bien enregistrées, on vous a répondu. Moi, j'ai pas ma réponse. Je connais toujours pas le détail
Du poste communication, par exemple, communication, relations publiques, etc. Je ne connais toujours pas le détail. Je ne connais toujours pas le détail des études, aussi bien d'investissement que de fonctionnement. Je connais aucun détail. Et je vais demander des montants et des prestataires pour les relations publiques, la communication, j'ai toujours rien. Parce qu'on vous a répondu sur beaucoup de questions. Effectivement, à chaque fois, vous reveniez avec d'autres questions. Peut-être qu'il faudrait être plus clair sur l'intitulé des questions. C'est faux. Parce que le DGS a été mobilisé notamment pendant ses vacances pour pouvoir vous répondre. Pas la peine. Oui, on était, oui, ça passe par le DGS obligatoirement. Ce sera la méthodologie. C'est la méthodologie qu'on met en place. C'est notre choix. C'est notre choix. C'est notre choix pour le bon fonctionnement de la collectivité, madame. Et votre obligation, c'est de répondre. Et on vous a répondu. Je reprendrai la chronologie, si vous voulez bien, à la fin de vos demandes et de vos écrits. Nous faisons un recours en contrôle de légalité à la préfecture, puisque j'ai tous les mails. Voilà. Oui, bon, on a tout. Il n'y a pas de souci. Je remercie les équipes d'ailleurs qui ont été très mobilisées. Je regarde Garance qui s'occupe du personnel pour justement pouvoir être à votre disposition pour vous répondre. Pour me répondre ? Pour vous répondre ou pour vous recevoir, notamment pour la consultation de documents dont vous avez demandé à voir. Eh bien, si on pouvait rentrer en relation, j'en serais très contente. Mais oui, et par contre, si vous avez... Alors, il ne faut pas confondre non plus le budget prévisionnel et le CFU. C'est deux choses qui sont complètement distinctes. Là, vous parlez beaucoup du passé. Le CFU a été voté, il a été approuvé par les élus précédents. Là, on est sur un budget prévisionnel. Et je pense et Anouk Zougag vous proposera sans doute, si elle est d'accord, de pouvoir vous accompagner davantage dans la compréhension du budget. Voilà, c'est pas si elle est d'accord. C'est une prestataire extérieure. Si le maire lui autorise. Si je vous le propose, c'est que je l'autorise. J'ai posé des questions, mais on ne m'a pas répondu, puisque justement, ça passe par le maire. Oui, et donc je pense qu'elle sera d'accord pour prendre du temps avec vous, pour vous expliquer vraiment le fonctionnement entre le CFU et notamment le budget. C'est vous qui avez à être d'accord. Non, c'est un prestataire extérieur. C'est vous qui avez à être d'accord. C'est un prestataire extérieur, madame. Si on m'arrête là, on va continuer sur le budget. C'est pas vous qui faites le débat, madame. Continuez à débattre tout seul alors. Très bien. Donc voilà, si vous voulez connaître le fonctionnement d'un budget, on pourra prendre le temps avec Madame Zougag de vous expliquer comment fonctionne le budget. D'autant plus, si la commission finances et travaux n'avait pas été supprimée, on aurait d'autant plus le temps de le faire. Qu'est-ce qui a été supprimé ? Il n'y a plus de commission finances et travaux, maintenant c'est une réunion. C'est la même chose. En tout cas, la différence c'est qu'on n'a plus les documents puisqu'ils étaient simplement... Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'était pour associer tous les élus. Bon, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Très bien. Oui. Pierre-Paul, tu continues parce qu'on ne va pas y passer la soirée. Donc pour le budget principal, on a vu, il y a un résultat de fonctionnement reporté de 1 651 953,94 affecté au compte 1068. Les excédents de fonctionnement capitalisés, c'est un montant de 0. Pour le budget annexe du port, le report en fonctionnement au compte 002, résultat de fonctionnement reporté pour un montant de 0. Par contre, affectation au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, pour un montant de 419 028,54. Concernant le cinéma, le report du déficit de fonctionnement au compte 002, résultat de fonctionnement reporté, pour un montant de 48 357,32. Et affectation au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, pour un montant de 0. Pour le budget annexe de Bord-Paloé, report du déficit de fonctionnement au compte 002, résultat de fonctionnement reporté, pour un montant de 34 501,35 et affectation au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, pour un montant de 0. Le solde d'exécution des sections d'investissement des différents budgets sera repris dans les conditions prévues par les maquettes budgétaires et les écritures de reprise des résultats. Donc le Conseil est invité à affecter au budget 2026 les résultats de fonctionnement de l'exercice 2025 selon les modalités qui vous ont été présentées. Donc, qui est contre ? Une personne contre. Une abstention. Donc, merci. C'est adopté. Merci Pierre-Paul. Je vous propose de passer au point numéro 2 avec le vote des taux de la fiscalité directe locale pour l'année 2026.
Alors comme vous le savez, on a des taux applicables sur le foncier qui sont les plus bas de Bretagne, hein, avec la commune de Bangor. Donc on avait fait des simulations pour regarder un petit peu s'il fallait cette année le bouger. Et finalement, on a souhaité maintenir ce taux très bas pour permettre donc aux propriétaires, hein, notamment de Pogmodor, ça correspond à des toutes petites marges, hein, de 80 centimes par mois à peu près. Mais finalement, on vous propose de ne pas toucher à ces taux, notamment parce qu'on a combattu le budget sans l'augmentation légère de ces taux. Donc on vous propose de maintenir les taux tels qu'ils étaient auparavant en 2025, c'est-à-dire la taxe d'habitation sur la résidence secondaire à 11,84, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 25,15 et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 20,97%. Donc en fait, pas d'évolution sur les bases fiscales des Palentins. Est-ce que ça vous va? Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Y a-t-il des abstentions? Une abstention, merci. Alors, nous allons passer au point numéro 3. Et puis, on va recevoir Anouk en vidéo, si tout fonctionne, et qui va nous présenter à nouveau le budget. Alors, bon, évidemment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, personne ne découvre le budget, puisqu'il a déjà été vu en commission de finances qui a regroupé l'ensemble des élus, qui est la réunion de préparation des conseils municipaux. Et les documents ont été envoyés comme le prévoit la légalité, puisque tout ce que fait la commune est légal, parfaitement légal, 12 jours avant la tenue du conseil. Donc, comme vous avez déjà vu l'ensemble de ces documents-là, n'hésitez pas, hein, justement, si vous voulez poser des questions, entrer sur un chapitre, ou alors si vous voulez qu'on accélère un petit peu la cadence, à vous de voir, et je vais passer la main à Anouk, et Pierre-Paul pourra prendre le relais également, ou moi, s'il y a besoin pendant les explications du budget. Anouk. Bonsoir à tous. Ce que je vous propose donc ce soir, comme effectivement vous avez déjà eu connaissance des éléments qui sont présentés, premièrement parce que pour 95% d'entre eux, ils n'ont pas été modifiés suite à la réunion préparatoire que nous avions faite. Donc ce que je propose, c'est, si vous voyez bien mon écran, de repasser très brièvement sur les rappels de la construction d'un budget communal, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, simplement juste pour revoir un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui exactement, rappeler dans quel contexte financier national on se situe, et puis pour votre commune plus précisément, et enfin au niveau des budgets primitifs, ce que je vous propose, c'est de présenter donc, le vote synthétique, le vote global, et si besoin, d'aller dans le détail des sections en fonction des questions que vous pourrez avoir ou éventuelles incompréhensions que vous avez eues lorsque vous avez reçu les documents. Alors, pour rappeler très brièvement comment est construit un budget communal, donc vous avez deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement. Dans la section de fonctionnement, vous avez donc des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement, soit deux sous-sections. Les dépenses de fonctionnement, qu'est-ce qu'elles englobent? En fait, c'est simplement le coût des services publics communaux, c'est-à-dire qu'on va avoir les salaires du personnel, les factures des bâtiments communaux, l'entretien courant des bâtiments, de la voirie, des espaces publics, certaines prestations de services et les subventions versées aux associations. Au niveau des recettes de fonctionnement, qui va vous servir donc à financer tous ces services, on va avoir principalement la fiscalité ménage, c'est-à-dire la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière bâtie et non bâtie, et les droits de mutation à titre onéreux. Comme recette importante également, on va trouver les dotations de l'État, et notamment la dotation globale de fonctionnement et la dotation communale d'insularité. Également, les produits des services communaux, les loyers et les excédents des budgets annexes. Et il y a une obligation, lorsque l'on vote un budget primitif, c'est qu'il soit à l'équilibre pour chacune de ces sections. Donc pour la section de fonctionnement, vos recettes doivent être égales à vos dépenses. Et si vous vous souvenez de ce qu'on s'est dit la dernière fois, normalement, vos recettes doivent pouvoir couvrir toutes vos dépenses de fonctionnement et en plus servir à financer l'investissement. Donc c'est toujours le cas, mais lors de l'inscription budgétaire, on va inscrire des dépenses exactement égales aux recettes, puisque au sein des dépenses, on va inscrire une dépense fictive, qui est une dépense d'ordre, et qui en fait représente votre autofinancement en investissement pour l'année. C'est-à-dire que vos recettes sont en réalité
supérieure à vos dépenses de fonctionnement et on inscrit une dépense fictive pour que vos dépenses soient exactement égales à vos recettes. Et cette dépense fictive, c'est ce qui va vous permettre de financer vos projets d'investissement, en dehors des autres recettes qui existent pour ce faire. Au niveau de la section d'investissement, donc, on retrouve à nouveau les dépenses et les recettes d'investissement. Donc là, ça va correspondre à votre programme pluriannuel d'investissement. Ce sont par exemple l'acquisition de nouveaux bâtiments, les travaux de grande envergure, les équipements structurants. C'est tout ce qui va rentrer dans le patrimoine de la commune. Et ces dépenses d'investissement, elles peuvent être financées donc, par des subventions, par le remboursement de la TVA, puisque sur vos dépenses, vous payez de la TVA et elle vous est ensuite remboursée en recettes d'investissement. Elles peuvent être financées par de l'emprunt et bien sûr par l'autofinancement, qui est l'excédent que vous dégagez annuellement de votre section de fonctionnement. Donc ce que je vous propose de vous présenter ce soir pour chacun des budgets, en fait c'est le total de chacune des sous-sections. Le total des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement, même chose en investissement, et préciser systématiquement quel est l'autofinancement que vous dégagez de la section de fonctionnement pour chaque budget. Et si nécessaire, on pourra retourner, comme la dernière fois, dans chacune des sections, voir ce qui se passe dans un chapitre ou un autre. Et pour rappel, ici, on est dans c'est un budget primitif, donc c'est-à-dire qu'on prévoit des dépenses qui ne sont pas encore actées et des recettes qui ne sont pas encore encaissées. Donc, simplement pour rebondir rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, pour la plupart des dépenses qu'on inscrit ici au budget, elles n'ont pas encore d'objet défini. C'est-à-dire que, par exemple, pour les prestataires de services, on va prévoir un certain montant, mais comme il n'est pas réalisé, on n'a pas de prestataire à mettre en face aujourd'hui, donc pas de montant spécifique pour un prestataire spécifique, ni pour une prestation spécifique. C'est pourquoi, pour certaines des questions qui ont été posées, en fait, on n'a pas encore de réponse puisque les choses ne sont pas encore arrivées. Ce qui m'amène donc à vous expliquer comment est-ce qu'on construit la maquette du budget pour définir combien de dépenses et de recettes on inscrit. On a une question, Anouk. Non, je pose pas la question. Il y a une remarque. Voilà, c'est pour ça que j'avais aussi demandé, mais non, après ce mail-là, je ne l'avais pas envoyé parce que comme j'avais pas de réponse, mais c'est pour ça que j'ai aussi demandé 2025 sur les postes que j'ai interrogés. Donc oui, a priori, je ne sais plus si vous avez été transmis, mais qui pourra vous être transmis sous réserve, comme toujours, il y a certaines informations qui doivent obligatoirement être anonymisées, mais vous pouvez retrouver effectivement et avoir accès à ce qui a été dépensé les années précédentes sur un article comptable. Et justement, lorsqu'on construit le budget, c'est là qu'on va avoir deux types de dépenses et de recettes. Il y en a certaines qui sont calculées. Si elles sont calculées, ça veut dire que le montant perçu ou versé ne dépend pas d'une décision de la commune, mais d'autres facteurs, et dans ces cas-là, elles sont calculées et inscrites telles qu'elles seront encaissées ou versées. Et l'autre type de dépenses ou de recettes que l'on va trouver, c'est celles qui ne sont pas encore réalisées, mais si on observe sur les dernières années, en moyenne, vous dépensez tel montant sur ce poste-là ou vous encaissez tel montant sur ce poste. Et c'est donc comme ça que l'on a construit cette maquette de budget primitif. Il y a une partie qui relève d'éléments calculés et d'autres qui sont estimés à partir des données rétrospectives. Alors, simplement pour recontextualiser ce vote de budget primitif, on a fait deux scénarios prospectifs. Le premier, c'est un scénario au fil de l'eau, c'est-à-dire si vos dépenses et vos recettes évoluent globalement comme elles ont évolué les années précédentes, en sachant qu'évidemment les dépenses et les recettes calculées, celles-ci, elles sont estimées telles qu'elles seront. Elles résultent d'un système d'équations complexe, mais elles sont relativement connues sur plusieurs années, et les autres sont estimées. Donc, ce premier scénario au fil de l'eau, c'est qu'adviendra-t-il si la commune n'adapte pas sa trajectoire budgétaire aux nouvelles contraintes qui pèsent sur les collectivités locales. Donc, pour rappel, globalement, quelles sont ces nouvelles contraintes? Peut-être la plus importante et la plus éminente, c'est la contribution au redressement des finances publiques que l'État initie depuis à peu près 2 ans, qui a pris plusieurs natures différentes, dont l'une étant le taux de cotisation à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales,
mais on va y revenir un peu plus tard. Une autre étant le dispositif de lissage des recettes conjoncturelles, donc c'est un prélèvement qui est effectué sur les recettes des collectivités. Pour l'instant, vous y avez échappé, vous n'êtes pas concerné pour l'instant, mais vous pourrez l'être un jour. Donc c'est ce type d'éléments contextuels qui peuvent arriver en prospective. Donc, ce que je vous présente ici pour projeter ce scénario, c'est à gauche, donc c'est un histogramme. Pour chaque année, on trouve deux colonnes. La colonne de gauche, elle représente vos charges de fonctionnement, et la colonne de droite, vos recettes de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire, pour financer vos charges courantes, voici vos recettes, et la différence entre les deux, c'est l'épargne que vous dégagez sur l'année et qui peut être ensuite utilisée pour financer vos investissements. Donc, dans ce scénario, jusqu'en 2025, donc ces années-là, c'est de l'ordre du constaté, et à partir de 2026, c'est une projection, ce ne sont pas des choses réalisées. On a une première contrainte de 2025 à 2028, c'est la cotisation à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. C'est donc une caisse qui est en déficit, et pour combler ce déficit, l'État a décidé que les collectivités locales allaient payer une cotisation plus élevée chaque année, de 2025 à 2028, pour ces agents. C'est-à-dire que sur le salaire brut d'un agent, il y a un taux qui est appliqué, et ce taux, de 2025 à 2028, il est augmenté de 3 points de pourcentage tous les ans. Si bien que, en masse salariale constante, c'est-à-dire si vous n'embauchez personne et si vous ne revalorisez pas les salaires, eh bien vous aurez malgré tout une augmentation annuelle de 60 000 € par an de vos charges de personnel liées à cette mesure, qui est une première mesure de contribution au redressement des finances publiques. Un autre élément qui va vous impacter de 2027 à 2028, c'est un élément relatif à votre dotation globale de fonctionnement. Pour rappel, la dotation globale de fonctionnement, c'est une dotation que l'État verse aux collectivités locales. Elle résulte d'un mode de calcul assez complexe, puisqu'en fait, elle se subdivise en 10 dotations différentes. Et a priori, vous devriez perdre de l'éligibilité à l'une de ces dotations entre 2027 et 2028. Cela représente une perte pérenne de 140 000 € que vous n'aurez plus jamais dans vos budgets. Donc ce sont deux éléments assez forts qui impacteraient vos finances. Que se passe-t-il dans ce cas de figure? Ici, ce que je projette, c'est votre excédent de fonctionnement. C'est-à-dire, par rapport au schéma qu'on a vu tout à l'heure, la différence entre vos dépenses et vos recettes de fonctionnement chaque année. Donc dans cette optique-là, on voit bien qu'elle diminue fortement jusqu'en 2029, puis même en 2032, ensuite le niveau est quand même assez bas. Et avec cet excédent que vous dégagez, il faut savoir que vous devez rembourser une annuité de dette. Elle est représentée en rouge ici, et on voit bien qu'en fait, par exemple, en 2029, vous n'avez pratiquement plus d'argent. Une fois que vous avez remboursé votre annuité de dette et payé toutes vos charges de fonctionnement courant, ce qui veut dire que vous avez très peu de capacité à vous autofinancer. Mais c'est uniquement dans le scénario où la commune n'adapterait pas sa trajectoire aux nouveaux éléments contextuels. Et là, le dernier élément que je présente, c'est comment est-ce que vous financeriez vos dépenses d'investissement dans ce cas de figure assez pessimiste. À nouveau, c'est un histogramme. Pour chaque année, on trouve deux colonnes. La colonne de gauche représente toujours les dépenses. Ce sont les dépenses d'équipement, donc en bleu clair. Et en face, les recettes qui sont associées. Les deux blocs qui vont vraiment nous intéresser en recettes, c'est le bloc bleu foncé qui représente l'épargne nette. L'épargne nette, c'est votre autofinancement. C'est votre autofinancement dégagé de la section de fonctionnement. Et l'autre élément qui nous intéresse, c'est le bloc orange, c'est l'emprunt. Et en fait, ce que l'on voit dans ce scénario, c'est qu'au fil du temps, le recours à l'emprunt est de plus en plus fréquent et votre capacité à autofinancer vos investissements est de plus en plus faible. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas soutenable. C'est le scénario que l'on souhaite éviter. C'est pourquoi on propose un scénario alternatif. Donc, dans ce deuxième scénario, la commune amorce une réduction de ses charges de fonctionnement à partir de 2026 afin de pouvoir absorber deux types de chocs. Les chocs extérieurs relatifs aux mesures de contribution du bloc communal au redressement des finances publiques et un choc éventuel sur les prix énergétiques ou inflationnistes, puisqu'on sait que c'est une possibilité non négligeable aujourd'hui. En parallèle,
l'évolution des recettes de fonctionnement serait dynamisée par la fiscalité directe. Alors, qu'est-ce que j'entends par fiscalité directe? On va y revenir, mais c'est qu'à partir de 2027, il y a une taxe qui est déjà appliquée sur le territoire de la commune, mais qui ne vous revient pas. C'est la taxe sur les logements vacants, elle revient à la NAH, et à partir de 2027, elle va revenir aux communes, cette taxe-là. Donc vous percevrez cette recette supplémentaire. Donc, je projette la même chose que tout à l'heure, ici sur votre section de fonctionnement que je projette, avec comme hypothèse une économie de dépenses de fonctionnement de 100 000 € en 2026. Ensuite, vos charges de fonctionnement, elles retrouvent une évolution normale, mais à partir d'un niveau plus faible. Au niveau des recettes de fonctionnement, elles sont un peu plus élevées, puisque au niveau de la fiscalité, on a soit un éventuel relèvement de la pression fiscale, ou bien c'est simplement, si elles sont suffisantes, les retombées de la taxe sur les logements vacants, que vous allez percevoir à partir de 2027. Et dans ce scénario-là, les dépenses d'investissement s'élèvent à environ 1 million € par an. Donc ce que l'on retrouve, c'est qu'ici, on a un niveau d'épargne dégagé annuel qui, d'une part, est plus élevé, et d'autre part, par rapport à l'unité de dette que vous devez rembourser, se situe bien au-dessus. Et si on regarde sur ce dernier graphique, quel serait le financement d'investissement dans ce scénario, on a un recours à l'emprunt, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être fait. En fait, votre possibilité, c'est de faire une fonction sur votre résultat global de clôture. Mais là, ici, c'est simulé avec un emprunt, puisque, de mémoire, la dette de la collectivité est en train de s'éteindre. Et un financement par l'épargne nette, qui est à peu près comparable à ce qu'il y a eu les années précédentes. En fait, on est sur une situation qui est beaucoup plus équilibrée que la première. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour la collectivité? C'est qu'à court terme, il y a un risque d'avoir des marges de manœuvre dégradées, et il faut être certain de pouvoir les restaurer ou les consolider pour se permettre d'investir. Et après reconstitution d'un niveau d'épargne plus sécurisé, vous pouvez très sereinement envisager un programme d'investissement qui serait autour d'1 million € par an. Voilà, ça c'était simplement pour rappeler le contexte et le cadre dans lequel on se situe. Ce qui me fait d'ailleurs penser que le seul changement qu'il va y avoir dans ma présentation par rapport à la réunion préparatoire qui avait lieu début avril, c'est au niveau du budget principal, puisque lors de la réunion préparatoire, cette économie de fonctionnement de 100 000 € n'était pas inscrite. Compte tenu des échanges que nous avons eus, la version qui est proposée ici, elle tient compte d'une économie sur les dépenses de fonctionnement de 100 000 €. Alors, je vais débuter avec le budget principal. Simplement, ce que je vais vous présenter, comme je le disais tout à l'heure, ce sont j'appelle ça des gros blocs par section. C'est-à-dire, au niveau de la section de fonctionnement, le total des dépenses, des recettes, et vous détaillez les quelques points qui sont intéressants à faire quand on regarde à ce niveau-là, c'est très synthétique. Et si vous avez des questions, on ira ensuite dans le détail des sections, voire les chapitres. Alors, au niveau du budget principal, la proposition qui est faite, c'est d'inscrire des recettes encaissées sur l'année de 4 75 818,50 centimes d'euros, auquel s'ajoute le résultat de fonctionnement reporté, c'est-à-dire l'excédent de l'année précédente qui est reporté en fonctionnement, soit 1 651 954 €, si bien que le total des recettes de fonctionnement serait de 5 727 772,44 €. Puisque les dépenses doivent être égales aux recettes, on inscrit exactement le même montant en dépenses de fonctionnement. Pour que les dépenses soient égales aux recettes, puisqu'elles sont en réalité, en termes de dépenses réelles, elles sont obligatoirement inférieures, on inscrit donc une dépense fictive, une dépense d'ordre, c'est-à-dire votre autofinancement sur la section d'investissement. Et bien, pour 2026, il s'élèverait à 1 751 000 €. Et c'est ça qui permet d'inscrire, en fait, on a des dépenses de fonctionnement qui sont inférieures d'1 751 000 € aux recettes de fonctionnement. Au niveau de la section d'investissement, donc en dépenses inscrites pour l'année, elle représente 2 786 000 €. À cela s'ajoutent les dépenses qui ont été engagées en 2025,
mais qui n'ont pas encore été finalisés en 2026 et qui seront dans l'année, soit 894 000 euros. À cela s'ajoute le solde d'exécution de la section d'investissement reporté, qui est négatif, donc 185 000 euros si j'arrondis, et on obtient donc un total de dépenses de 3 864 467 euros. En recettes inscrites pour l'année, on a donc 2 254 000 euros, auxquels s'ajoutent les restes à réaliser, c'est-à-dire les recettes d'investissement que vous allez percevoir pour sûr, mais qui sont relatives à des dépenses qui ont été effectuées sur le budget précédent et qui représentent 1 611 000 euros. On a donc des dépenses et des recettes en investissement qui sont égales et un total sur le budget de 9 592 239,72 euros. Alors, simplement pour vous montrer très rapide, dans le premier temps, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vous a été transmis dans cette maquette et qui sont relatives au budget primitif 2026? Oui. Ben, j'aurais aimé connaître le détail des études d'investissement et de fonctionnement qui sont prévues. Donc, pour les dépenses d'investissement, ce sont celles du programme pluriannuel d'investissement qui avait été présenté, que je n'ai pas sous la main, parce qu'en fait, si on regarde la façon dont c'est enregistré pour les dépenses, on n'a pas le détail par étude ici. Ceci étant, ce que je peux déjà vous dire et qui n'est pas très satisfaisant, et je reviens à ma remarque du départ, c'est que comme ce sont des dépenses qui n'ont pas encore été réalisées, ce sont des estimations. Par exemple, en dépenses d'investissement, les études à réaliser, pour la plupart, sont des estimations. Ça veut dire qu'on n'a pas de prestataire. À ma connaissance, et là les services m'arrêteront si je me trompe, on n'a pas forcément de prestataire qui soit déjà défini, ni de montant par prestataire, puisque c'est sur des choses qui ne sont pas encore réalisées. Et c'est la même chose au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc, dans une des réponses qui vous a été fournie, il y avait bien le total en fait qui était prévu pour les prestataires qui vous a été, Anouk, la question c'est sur... transmis. Et en fait, actuellement, il n'est pas associé à des prestataires, puisque ce sont des dépenses qui n'ont pas encore été effectuées, puisque vous ne les avez pas encore votées, elles ne sont pas encore permises, elles ne peuvent pas être effectuées. Et c'est par rapport à un montant moyen observé sur les années précédentes. Par exemple, sur certains... J'y pense, c'est pas tout à fait la même chose, mais par exemple, il y en a certaines qui sont clairement identifiées. Par exemple, les charges de copropriété qui représentent 73 000 euros. On a une dépense exceptionnelle de 73 000 euros qui est enregistrée dans les charges à caractère général. Celle-ci, comme on la connaît de façon certaine, voilà, pour ça, on a un prestataire, par exemple. Oui, et ça vous a été transmis, on l'a déjà vu à la dernière réunion, sur l'ensemble des études qui vont potentiellement être lancées ou pas, ça dépendra des prestataires et des appels d'offres, mais toutes les études classiques, on a une étude avec un géomètre et un architecte sur Haute-Boulogne pour 15 000 euros, on a une étude d'aménagement de la place de la République, on a une étude sur l'aménagement du parking du champ de manœuvre, mais tout ça c'est dans le PPI, ça a déjà été vu et ça vous a été transmis. Il n'y a rien de... Une étude en cours sur la voirie, une étude sur l'ORT, sur le volet juridique et sur le volet urbanistique. Tout vous a été transmis, il n'y a rien qui... Quand on dit sur la voirie, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est exactement. C'est-à-dire de quelle voirie on parle. Est-ce que par exemple c'est pour la voie respiratoire quand Non. Par exemple, les dernières études qui ont été financées pour la voirie, c'est par exemple les études sur la route du Grand Phare, les travaux qui vont être lancés. Oui. Et la plupart des études, on a beaucoup de chance d'avoir des études qui sont faites en interne par notre ingénieur, et ça nous fait économiser beaucoup d'argent. En tout cas, vous avez été destinataire de cette liste-là, du PPI. La liste détaillée, non. Si. Elle a été vue à la réunion. Non, pas dans le détail. Place de la République, je ne vais pas vous dire s'il y a 3 arbres et 2 bacs à fleurs qui sont plantés, c'est une étude sur la place de la République. Je ne peux pas aller plus en détail, vu que c'est des cabinets qui vont travailler. Il y a une intention politique de travailler sur un sujet, et ensuite il y aura un appel d'offres, et on verra en fonction des cabinets qui répondent, mais c'est la marche normale. Il n'y a pas que ça. Mais après, c'est toujours pareil.
Moi je trouve vraiment dommage que ce ne soit pas possible d'éviter ces situations où on est comme ça, pris au dépourvu. Vous n'êtes pas pris au dépourvu, c'est pas vrai. Vous avez eu ces documents-là, on a eu une réunion de travail où tout est passé. Je vous dirais sans problème que... Non, mais c'est pas la vérité. Selon les règles du jeu, mais là c'est pas le cas. Et c'est la même chose sur le budget du port, avec une étude pour l'abri à passagers, voilà, ce genre de choses. Tout ça a été vu. Le budget du port, je n'ai pas du tout interrogé là-dessus, mais par exemple, je ne vais pas vous reposer les mêmes questions que dans les mails de toute façon, donc ce sera vu de toute façon, on a le temps, on a 7 ans, donc ce sera vu au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Mais tout à fait. Tout à fait. En tout cas, il faut pas, c'est pas possible que ça se répète au bout d'un moment. Ah non, c'est pas possible du tout, voilà. Je vous le confirme. Voilà, exactement, il faut avoir... Ouais. Je vous le confirme sur la méthodologie qui sera mise en place, c'est pour ça qu'on en échangera. Voilà, j'espère bien. Et il y aura d'autres sujets tout à l'heure. Aucun problème. Allez, on continue. Il y a d'autres questions sur le budget principal. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget principal? Non. Non, je vous propose de passer du coup au vote du budget principal. Et on va voter budget par budget. Donc pour des dépenses en investissement de 3 864 467,28 € et l'équivalent en recettes, avec un total à la section de fonctionnement pour 5 727 772,44 équilibré en recettes, soit un total de budget de 9 592 239,72 €, études comprises. Est-ce qu'il y a des oppositions? Une opposition. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. À nous qu'on peut poursuivre. Bon, je vais trop vite. Pour le budget du sport, de mémoire, il n'y a pas de différence par rapport à ce qui avait été énoncé la dernière fois. Donc au niveau des recettes de fonctionnement, les recettes attendues sont de 2 072 000 €, en sachant qu'elles ont été estimées de façon assez prudente. Donc les dépenses qui sont inscrites en face au fonctionnement sont exactement du même montant. Le virement à la section d'investissement sur la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement s'élève à 103 000 € pour l'année 2026. Donc ce sont 103 000 € de la section de fonctionnement qui, sur l'année 2026, qui vont venir financer la section d'investissement. Au niveau de la section d'investissement, donc les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 3 254 000 € pour les dépenses liées à l'année 2026 uniquement. Lorsque l'on intègre les restes à réaliser de l'année 2025, on ajoute 502 000 € en plus le solde négatif de la section d'investissement reporté, soit 149 000 €. On atteint donc un total de dépenses d'investissement prévisionnelles de 3 900 000 €. En parallèle, au niveau des recettes inscrites, des recettes d'investissement, on trouve donc 3 850 000 €. Il y a trois détails importants dans ces 3 850 000 €. C'est que 103 000 € viennent de la section de fonctionnement de l'année 2026. Également, 419 000 € viennent de la section de fonctionnement, mais de l'année 2025, c'est-à-dire que c'est le résultat positif de l'année 2025 qui vient financer la section d'investissement. Et en plus de ça, il y a un emprunt d'équilibre qui est réalisé, c'est-à-dire que pour pouvoir équilibrer les dépenses et les recettes d'investissement, on est obligé d'inscrire un emprunt. Ceci étant, en fait, ça rentre dans le cadre de la contractualisation avec la région Bretagne. Je me répète un peu d'une session à une autre, mais c'était pour rappel dans la négociation qui avait eu lieu afin que la région accepte de doubler son taux de subvention des investissements du port, c'est-à-dire qu'il passe de 30% à 60%. La région acceptait sous certaines conditions, et parmi ces conditions, c'était celle que le budget du port s'endette, mais dans la mesure du raisonnable par rapport aux excédents que dégage ce budget. Donc ces 630 000 € rentrent totalement dans le cadre de la mesure du raisonnable par rapport aux excédents dégagés. Donc ce sont les trois composantes importantes de ces recettes d'investissement de 3 850 000 €, auxquelles s'ajoutent les restes à réaliser de l'année précédente, soit 58 000 €. On obtient donc des recettes d'investissement égales aux dépenses.
Et sur la totalité du budget, il est équilibré à hauteur de 5 979 890 euros. Est-ce que sur ce budget, vous avez des questions ou des interrogations spécifiques? Alors, si jamais c'est le cas, je suis désolée, je n'entends pas toujours. Je ne sais pas où sont disposés les micros dans la salle, mais je n'entends pas forcément très bien les questions. Pas de remarques? Après, on commence à se familiariser avec le PPI du port qui fonctionne, voilà, qui a été consolidé, qui a mis du temps à être bâti, mais voilà, qui nous permet d'avoir justement des moyens financiers aujourd'hui pour les travaux nécessaires qu'il y a à mener, et pas que les travaux curatifs, comme on l'a dit, il y a aussi du développement à faire et des services à consolider ou à apporter. On en a terminé avec le budget annexe du port. S'il n'y a pas de remarques. Bon, bah écoutez, je vous propose de voter le budget du port avec la section d'investissement équilibrée à 3 908 356,62 et de la section de fonctionnement équilibrée également de 2 71 533,75, ce qui nous fait un total de budget de 5 979 890,37 euros. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Alors, on peut poursuivre. Très bien. Alors, je vais passer au budget annexe du cinéma. Donc, pour rappel, le budget annexe cinéma, il se finance principalement grâce aux recettes de la billetterie et grâce à une subvention d'équilibre de la commune. Donc, au niveau des recettes de fonctionnement, des dépenses de fonctionnement qui ont été inscrites, pour l'année, ce sont 316 213 euros. Pour rappel, de mémoire, il y a environ 60% des recettes de billetterie qui passent en dépenses, puisque ce sont des versements qui doivent être réalisés aux programmateurs, auprès de la SACEM ou d'autres organismes. À cela s'ajoute le déficit de la section de fonctionnement reporté des années précédentes, c'est-à-dire 48 000 euros, et on a donc des dépenses de fonctionnement de 364 571 euros. En parallèle, les recettes de fonctionnement s'élèvent donc exactement au même montant. Ceci étant, le budget principal verse une subvention d'équilibre afin de pouvoir équilibrer les recettes par rapport aux dépenses. Au niveau de la section d'investissement, alors il n'y a pas de dépenses réellement prévues pour l'année, mais afin que le cinéma puisse financer quelques petites dépenses d'investissement dans l'année, 20 000 euros ont été inscrits en dépenses d'investissement pour l'année 2026, auquel s'ajoute le déficit reporté d'investissement des années précédentes, soit 250 000 euros. Donc pour rappel, qui correspondent à l'acquisition du cinéma. Donc, afin de pouvoir équilibrer les recettes, la section d'investissement, le budget principal vient verser une subvention d'investissement qui représente presque la totalité des recettes d'investissement, mais pas la totalité puisqu'il y a une partie qui est une subvention également perçue. En réalité, dans l'année 2026, ce n'est pas certain que le budget principal couvre la totalité dès 2026 du déficit du cinéma. Mais, a priori, il devrait en prendre une partie progressivement pour recouvrir d'année en année totalement ce déficit, et ça devrait débuter dès l'année 2026. Ceci étant, afin d'équilibrer le budget, on inscrit déjà la totalité de la subvention d'équilibre versée pour l'année 2026. On obtient donc un total sur la section d'investissement de 269 718 euros et un total pour le budget de 634 289 euros. Merci à nous. Qu'est-ce qu'il y a des remarques? Pas de questions sur le cinéma. Donc je vous propose de voter ce budget primitif avec une section d'investissement équilibrée à 269 718,30 € et
un total à la section de fonctionnement de 354 571 euros pour un total de 634 289,30 euros à l'équilibre. Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Y a-t-il des abstentions? Bien, je vous remercie. On passe au dernier budget, sur le budget des lotissements, qui évoluera sans doute cette année, puisque nous allons ouvrir le chantier des Coureaux, du lotissement des Coureaux, pour 13 nouvelles, c'est 13 l'encours, ouais, 13 nouvelles familles béliloises qui pourront s'installer sur les hauts du palais. Donc on ouvrira sans doute un nouveau budget annexe lotissement qui concernera les Coureaux, une fois qu'on aura clôturé celui de... Enfin, ce sera en parallèle, mais on clôturera, vous vous rappelez, celui de Borpaloé, qui comprend aussi la petite parcelle de Roserière, qui donc va peut-être nous prendre un petit peu plus de temps à clôturer, et puis que l'excédent sera reversé sur le budget principal s'il y a un léger excédent. Voilà. Je vous laisse sur le lotissement, ça va être assez rapide. Oui, la spécificité avec le budget lotissement, c'est qu'en fait, c'est un budget qui fonctionne en comptabilité de stock. Donc, les recettes de fonctionnement, ça va correspondre aux ventes de lots effectuées dans l'année et au stock prévisionnel de fin d'année. Et les dépenses de fonctionnement, ce sont les travaux engagés sur les terrains que possède le budget annexe. Et au niveau de la section d'investissement, ce ne sont que des écritures de stock en dépenses et en recettes. Ça ne correspond pas à des flux réels. Donc, l'hypothèse principale qui est faite dans ce budget primitif 2026, c'est qu'effectivement, ce budget annexe serait clôturé dans l'année. Vous en feriez un nouveau, et que celui-ci serait clôturé dans l'année. Ça veut dire que la totalité des lots restants serait vendue en 2026, ce qui représente une recette de fonctionnement de 137 065 euros. On n'a pas que ces recettes dedans. Et les dépenses de fonctionnement seraient donc équilibrées à hauteur de 137 065 euros. Pour pouvoir les équilibrer, on va inscrire une dépense qui est que l'excédent réalisé sur ce budget va être versé au budget principal. Et ça représente environ 49 000 euros qui seront versés de ce budget annexe au budget principal de la commune. Voilà, merci. Et au niveau des... Pardon. Oui, non, allez-y. Très rapidement, voilà, au niveau des dépenses et recettes d'investissement, en fait, on constate les stocks au début de l'exercice et à la fin de l'exercice. Donc, c'est équilibré à hauteur de 43 049 euros, mais ça ne correspond pas à des flux réels. Ce sont uniquement des écritures de constatation de stock. Si bien que le budget serait équilibré en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement à hauteur de 180 114 euros. Ok, donc il nous restait 3 terrains à vendre pour mémoire, et on en a vendu un jeune couple de Belle-Île qui a commencé les travaux là, il y a 3-4 jours, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et il a été vendu début mars, et on en a un par contre sur les 2 restants qui est potentiellement sous le coup de la modification du SCOT. Donc potentiellement, selon la réécriture et l'adoption du nouveau SCOT, c'est un terrain qui peut être gelé pendant encore, malheureusement pendant encore quelques mois. Donc voilà, on va peut-être pas clôturer le budget annexe cette année, ça va dépendre beaucoup, ça ne dépendra pas de nous en grande partie. Mais sur les travaux qui avancent du côté du Pays Doré. Vous aviez autre chose à nous sur le budget lotissement? Sur le budget primitif lotissement, c'est à peu près tout, sauf si vous avez des questions. Il y a des questions, non? Pas de remarques? Bien, eh bien écoutez, je vous propose de le voter avec la section d'investissement équilibrée à 43 049 euros et la section de fonctionnement à 137 065 pour un montant du budget de 180 114 euros. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Bien, et bien écoutez, les budgets sont adoptés. Je vous en remercie. Je remercie le gros travail d'Anouk et puis de l'ensemble des services, puisque dans une période budgétaire, c'est souvent compliqué, notamment là avec le volet post-électoral, avec les nouvelles équipes qui s'installent. Donc merci à tous de votre patience, de répondre aux sollicitations et
voilà, et de faire avancer la collectivité. Donc on va pouvoir maintenant passer cette étape-là, se mettre au travail et puis dérouler voilà, notre programme notamment. Donc, je vous propose de passer au point numéro 7, qui concerne les affaires du conseil municipal, avec une modification du règlement intérieur, avec le remplacement des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, excusez-moi, oui. pardon. Je vous remercie juste pour votre attention ce soir et je reste disponible pour des questions ultérieures. Je vous remercie. Merci beaucoup à nous. Merci et bravo pour la fluidité et les compétences qui nous sont apportées. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc sur les affaires du conseil municipal, donc le règlement intérieur du conseil a été adopté à la séance du 30 mars 2026. Par courriel du 10 avril, les services de la préfecture du Morbihan ont appelé l'attention de la commune sur la nécessité d'y préciser les règles de remplacement des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres. Donc les modifications proposées portent sur l'article 8 du règlement intérieur. En cas de vacance d'un siège de titulaire, le remplaçant serait assuré par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de cette liste. Le suppléant devenu titulaire serait remplacé par le candidat suivant sur la même liste. Si ces règles ne permettent plus d'assurer le remplacement des titulaires ou suppléants, il serait procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres. Cette rédaction sécurise le fonctionnement de la commission au regard du scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc il vous est proposé de réécrire et d'approuver la modification de l'article 8 du règlement intérieur du conseil municipal relatif au remplacement des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres, et dire que le règlement intérieur modifié est annexé à la délibération. Bon, c'est des écritures, voilà, mais ça montre que vous voyez, toutes nos délibérations sont suivies derrière par le contrôle de légalité et par la préfecture. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Une abstention, je vous remercie. Au point numéro 8, il concerne la commande publique avec la création d'une commission MAPA. Donc vous avez tous été destinataires, donc je vais essayer d'être quand même assez rapide, mais voilà, l'idée c'est afin de mieux associer les élus au dossier de commande publique, il est proposé de créer une commission consultative qui examinera les marchés passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant estimé dépasse les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence prévus par le Code de la commande publique. À la date de la présente délibération, ces seuils sont fixés à 60 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture, de services et de maîtrise d'œuvre et à 100 000 € pour les marchés de travaux. Je peux aussi également saisir la commission pour tout dossier présentant un enjeu financier, technique ou opérationnel particulier, même en dessous de ces montants. Voilà. Bon, l'idée c'est d'avoir un peu plus de transparence, que les élus soient plus associés. Et donc, il vous est proposé de créer une commission consultative MAPA chargée d'émettre un avis sur les marchés passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant estimé est supérieur au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence prévu par le Code de la commande publique, de fixer à la date de la délibération les seuils de saisine à 60 000 € pour les marchés de fourniture de services et de maîtrise d'œuvre et à 100 000 € pour les marchés de travaux. Prévoir que la commission pourra également être saisie par le maire de tout dossier MAPA dont l'objet ou l'enjeu le justifie, et de préciser que cette commission est consultative et ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel propre, de décider sous réserve des modalités de désignation retenues, qu'elle sera composée du maire ou de son représentant, président, ainsi que les mêmes membres titulaires et suppléants que la commission d'appel d'offres, de préciser que son avis ne se substitue pas aux décisions du conseil municipal ou de l'autorité compétente et ne modifie pas les délégations d'attribution en vigueur, et d'indiquer que lorsque la signature ou l'attribution d'un marché relève du conseil municipal, l'avis de la commission pourra être porté à sa connaissance avant décision. Et donc, on vous propose d'y inscrire les mêmes que la commission d'appel d'offres, c'est-à-dire Jérôme, Pierre-Paul, Jean-Luc, et en suppléant Perrine, Charles et Tristan. Voilà, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Et donc, il est proposé à la commission de se réunir le mercredi 29 avril à 16h pour l'ouverture des premiers plis pour les marchés suivants. Création d'un poste de refoulement eau usée pour le raccordement des sanitaires du quai Fouquet et la restauration de la salle du conseil, ici, tranche 2, où il y a une petite somme au budget qu'on avait vu la dernière fois pour commencer à faire un petit peu de travaux, vu qu'on a des subventions qui sont conditionnées, qui doivent être dépensées. Donc pour ne pas les perdre, on va commencer à faire un tout petit peu de travaux ici. Déjà un peu d'isolation peut-être pour cet hiver.
Voilà, on passe au point numéro 9 avec l'instauration du droit de préemption urbain renforcé. Donc, le droit de préemption urbain a été instauré sur la commune avec l'approbation du PLU en 2020 dans le cadre de l'OPA-RU et d'Objectifs Habitat Rénover et Vivre Palais, dont la convention a été signée le 10 janvier 2025 avec l'État, l'ANA, le département du Morbihan et la Banque des Territoires. La commune souhaite disposer d'un outil de veille foncière plus complet sur le centre-ville. Donc le périmètre de l'OPA centré sur Palais et englobant les limites de la ville close est détaillé. Vous avez ça dans votre annexe 1, ce qui était à l'origine de l'OPA. Et on souhaiterait du coup l'élargir et d'instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur le secteur, sur la totalité du territoire de la commune. Voilà, c'est-à-dire qu'on élargit la possibilité de préemption, tout le périmètre, plus que sur le centre-ville, mais sur la totalité de la commune. C'est vraiment pour nous donner plus d'outils sur la préemption. Bah, ça a du sens, si on veut agir en dehors de ce périmètre-là, on élargit un peu. Ça vous va? On élargit, on l'inscrit, on l'annexe à nos documents. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions à l'élargir? Je vous remercie. Le point numéro 10 concerne la voirie communale avec l'approbation du règlement de voirie communale et de ses annexes opérationnelles. Je ne sais pas si, Jérôme, tu es décidé à te lancer ou pas. Non, c'est pas fini encore. Allez, vas-y, Jérôme. Tiens, tu parles fort? Oui, bien sûr. Donc, ces travaux peuvent affecter la conservation du domaine public, la sécurité des usagers, la continuité des cheminements, l'écoulement des eaux, la qualité des revêtements, la propreté des espaces publics et les charges supportées par la commune. Les difficultés constatées portent principalement sur les affaissements de tranchées, les reprises insuffisantes, les défauts de compactage, les dégradations de revêtements, l'absence d'état des lieux contradictoires, les réserves non levées et les désordres apparus après travaux et la prise en charge des remises en état. Le règlement de voirie propose de fixer un cadre administratif, technique et financier applicable aux interventions réalisées sur la voie communale. Il précise les règles relatives aux demandes d'accords techniques, à l'organisation des chantiers, à la protection du domaine public, à l'ouverture et au remblayage des tranchées, aux réfections provisoires et définitives, à la réception, aux garanties, aux reprises, aux travaux d'office et au recouvrement des frais exposés par la commune. Ce règlement ne se substitue pas au pouvoir propre du maire en matière de police de la circulation, de sécurité, de coordination du travaux, de préparation de voirie, d'autorisation d'occupation du domaine public ou d'arrêté temporaire de circulation et de stationnement. Il constitue un cadre technique et administratif opposable aux intervenants dans le respect du Code de la voirie routière, du Code général des collectivités territoriales et du Code général de la propriété des personnes publiques. Des annexes opérationnelles accompagnent le règlement, formulent des demandes d'autorisation d'accords techniques, modèle d'état des lieux contradictoires préalables, modèle de déclaration d'achèvement et de procès-verbal de réception, constat de dommages avec chiffrage simplifié et modèle de mise en demeure. Lorsque les reprises ou remises en état ne sont pas réalisées dans les conditions prescrites, la commune pourra recouvrer les frais exposés. Les sommes réclamées pourront comprendre le coût des travaux, les dépenses directement supportées et la majoration pour frais généraux et frais de contrôle prévus par le Code de la voirie routière. Le projet de règlement prévoit cette majoration à l'article 6.3 selon le taux fixé par le conseil municipal. En gros, pour faire court, c'est toutes les entreprises qui font des travaux sur la voirie. Maintenant, dès qu'il y aura des défections des travaux, on pourra recouvrir les frais, les montants qui seront engagés pour la réfection de la chaussée. Oui, l'idée, même si on le faisait déjà en partie, au moins là on clarifie les choses et on protège la collectivité. Donc le conseil municipal est invité à approuver le règlement de voirie communale et ses annexes opérationnelles, dire que les frais supportés par la commune en cas de travaux d'office, de reprise, de remise en état, de contrôle ou de mesures conservatoires seront recouvrés auprès de l'intervenant, du responsable identifié ou de tout tiers tenu à réparation dans le respect du Code de la voirie routière. Il invite également à fixer la majoration pour frais généraux et frais de contrôle au taux suivant, 20% du montant de travaux pour la tranche comprise entre 15 centimes d'euros et 2286,74 euros, 15% du montant des travaux pour la tranche comprise entre 2286,89 euros
est 7 622,45 €, et 10% du montant des travaux pour la tranche excédant 7 622,45 €. Le Conseil est invité également à autoriser Monsieur le maire à signer des autorisations, accords techniques, permission de voirie, mise en demeure, procès-verbaux, titre de recette et tout acte nécessaire à l'exécution du règlement. Et de préciser que les annexes opérationnelles pourront être adaptées par arrêté du maire lorsqu'il s'agit de formulaires de modèles pratiques ou de modalités d'instruction ne modifiant pas les obligations substantielles prévues par le règlement. Merci Jérôme. Alors normalement, on a essayé, on a des micros autour de la table, mais on a passé une partie de l'après-midi à essayer de les régler et en fait ils ne fonctionnent pas. Donc on va sans doute, dans les petits travaux de la salle, on investira peut-être dans des micros, peut-être dans une petite caméra, on verra. Voilà, pour améliorer un petit peu tout ça. Merci. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, je vous remercie et merci Jérôme de ton exposé. Je passe au point numéro 11, qui est sans doute l'un des points les plus complexes et les plus importants qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir pendant ce mandat, parce que c'est un dossier qui suit déjà les mandats depuis plusieurs années, depuis 2010, avec le contentieux qui s'est ouvert contre EDF et avec une priorité qui était de protéger les salariés, parce que ça fait suite quand même à des soucis de santé qui ont été détectés chez des agents. Et donc voilà, c'est comme ça que s'est ouvert la procédure. Et donc du coup, de fil en aiguille, la procédure avance. Et là, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de la poursuivre, de former un pourvoi en cassation, puisque jusqu'à cette heure-là, on est débouté. Voilà. Donc je vais vous faire lecture de la totalité, vu que c'est un sujet qui est quand même extrêmement important. C'est pas très long, mais voilà, la commune de Palais est engagée depuis plusieurs années dans un contentieux relatif à la pollution de la parcelle cadastrée Z2 numéro 92, qui a accueilli une centrale électrique, ainsi que de parcelles voisines anciennement liées à l'exploitation d'une usine à gaz. Par délibération, donc, du 10 octobre 2010, le conseil municipal avait autorisé mon prédécesseur à représenter la commune pour engager toute action en justice concernant cette pollution, au fond comme en référé, devant les juridictions administratives, civiles, notamment aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Cette délibération autorisa également la saisine de maître Gwendoline Paul pour assister et représenter la commune. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes indemnitaires de la commune. La commune a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par arrêt du 7 avril 2026, et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes de la commune de Le Palais. La commune sollicitait la condamnation d'EDF et d'Engie à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de remise en état du site pour un montant total de 834 815,05 €. Ce montant comprenait notamment les honoraires de bureau d'études, les travaux de dépollution, le déménagement de l'ancien atelier municipal, la reprise du réseau d'eau potable, les coûts du personnel supportés en raison de la désorganisation des services techniques, le préjudice moral et d'image, ainsi que les troubles de santé allégués pour les agents. Au regard de la portée de l'arrêt, des enjeux financiers, fonciers, sanitaires et environnementaux du dossier, il est proposé de faire examiner l'opportunité d'un pourvoi en cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation ne conduit pas à un nouvel examen complet du dossier au fond. Il permet de soumettre au Conseil d'État les moyens de droit susceptibles d'être utilement invoqués contre l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel. La délibération du 23 mars 2026 portant délégation d'attribution au conseil municipal, donc au maire, ne permet pas, par prudence juridique, de traiter ce dossier par simple décision du maire. Elle exclut notamment les contentieux patrimoniaux ou fonciers structurants, les recours de principe, les procédures susceptibles d'engager substantiellement la stratégie de la commune et les procédures présentant un enjeu financier supérieur à 50 000 €. Compte tenu de l'objet du litige, de son ancienneté, de son montant et de ses incidences pour la commune, il est proposé de soumettre expressément cette décision au conseil municipal.
Sous réserve de la vérification de la date exacte de notification de l'arrêt, le délai du recours expirerait le 7 juin 2026. Afin de préserver les intérêts de la commune, il est proposé de m'autoriser à former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 7 avril 2026, à saisir un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et à transmettre le dossier et engager les dépenses correspondantes. Voilà. C'est... Oui, Emmanuel. Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'on aurait raison dans un pourvoi en cassation ? J'entends très bien la pertinence d'aller au bout, mais en fait, est-ce qu'on a déjà repéré dans la façon avec laquelle ça a été géré j'ai pas de vocabulaire pour en parler, mais des vices qui sont attaquables ou non ? Oui, notre avocate, Oui. on ne va pas dévoiler la stratégie, Oui. mais notre avocate a, voilà, Okay. notamment parce qu'il y a sur les prescriptions. Voilà, Okay. c'est ce qu'on nous a opposé. Voilà, c'est le point de litige en fait sur le jugement du TA, mais oui, elle a des outils pour y aller. Oui. Ok. C'est d'ailleurs sur son conseil. Hein. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça avait été évalué, les dégâts sanitaires que ça a pu faire en aval, excepté les soucis qu'a eu Stéphane, qui n'a pas été officialisé? Non. Ils existent. C'est pas quantifié, mais on ça peut. pourrait être un plus ou un très moins. Ouais, Je sais pas. c'est très difficile à quantifier, mais on a tous mené un petit peu nos enquêtes, on a quelques témoignages sur le passé, mais aujourd'hui la plupart des gens ne sont plus là. Mais il y a notamment des anciens élus qui étaient dans le conseil municipal avant, Oui, qui ont oui. de la famille et qui ont fait carrière. Donc on a quelques éléments qui ont été portés à connaissance de notre avocate. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie de la part d'EDF ou pas? Ou on était naïf? C'est tout. On n'est pas le seul. En fait, on n'est pas le seul site concerné. Il y en a beaucoup d'autres. Donc je pense que voilà. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et les autres ont été rejetés aussi par Rennes et Nantes, où ils ne sont pas allés au bout des... C'est pas forcément sur les mêmes territoires. Hein. Il y en a ailleurs en France, des sites dont le passé a laissé des traces de pollution. Mais peu ont attaqué. Hein. On n'a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus en fait. Donc c'est pour ça qu'on essuie même nous un petit peu les plaques. Et quand Rennes et Nantes, ils refusent en fait, ils rejettent les attaques, ils ont un argumentaire pour dire la prescription. Oui, c'est sûr. Ça, c'est la prescription, je parle là-dessus. Si un jugement en notre faveur, forcément ça va ouvrir la voie à l'autre. d'autres, et là c'est porte ouverte, et là, exactement. le raté ne sera pas la même chose. C'est pour ça que c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, mais moi ce que je vous propose c'est de ne pas lâcher, de continuer. Au-delà de l'aspect financier, pour moi c'est la protection du personnel justement, comme tu soulignes Patrick, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement avant, mais ce qui peut se passer demain, et en termes d'environnement, en termes de faire, sur l'ensemble des... Puis les frais engagés depuis 2010, depuis 2010, donc les frais sont gigantesques avec les avocats depuis 2010. Il y a 16 ans d'avocats. c'est un dossier qui dure. Mais oui, il y a des frais qui ont été quantifiés. Alors, sur le volet des pollutions, le site n'a pas fait l'objet de dépollution totale, mais il est estimé, le litige, à 834 000 €. Après, il y a le moral, etc. Après, voilà, il y a le moral, on a construit un nouveau service technique, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont à prendre en compte, mais oui, notamment les frais de justice, c'est une procédure longue. Et imaginons le pire, on perd. On se ferait de ça pendant des générations encore. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aller au bout. Et on ne peut pas y laisser des plumes, des grosses plumes? Ah non. Je sais pas. Non, au pire, tu te retrouves avec, tu perds, tu as ton bâtiment et tu vas devoir le dépolluer toi-même. Quoi. On fait comme à Tchernobyl, un dôme de plomb. Non, la solution, c'est la dépollution aux frais de la commune, évidemment. Oui. C'est pas ça qui me fait. Et ça se budgétisera dans le temps, puisqu'il y a deux types de pollution. Hein. Il y a l'impact du bâtiment, avec des bétons qui sont impactés, avec du pyralène, ce genre de choses. Et on a une partie des sols qui est polluée. Donc là, c'est encore un autre chantier, c'est-à-dire extraction des sous-sols, traitement des polluants. Voilà. C'est malheureusement un gros dossier. Et si on part en cours de cassation, si la commune part en cours de cassation, ça avec une nouvelle avocate.
Ou un nouveau avocat. Ouais. Les deux avocats. Ouais. C'est ça, peut-être aussi avoir un regard neuf et peut-être un peu plus. Ah non, on a déjà fait l'analyse de l'IPC. Ouais. Donc, ça a déjà été fait l'analyse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres villes, territoires qui ont connaissance, d'autres territoires qui ont essayé de pleurer? Bah, il doit y en avoir, on n'est pas au courant de tout, mais on n'a pas de jurisprudence exacte là-dessus. Hein. On n'a pas. Ça aurait été trop bien. Il y a pas moyen de savoir s'il y a d'autres. Non, elle a fait des recherches. Hein, Ouais. et on retrouve des prescriptions sur certains dossiers aussi, hein, sur les dettes liées à l'exploitation. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de m'autoriser à former au nom et pour le compte de la commune de Palais un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes numéro 23 NT 00099 et N 23 NT 00102 du 7 avril 2026. De m'autoriser à saisir et mandater un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation afin d'examiner l'opportunité et les modalités de pourvoi, de déposer la requête, de produire tout mémoire utile et de représenter la commune, de m'autoriser à transmettre l'ensemble du dossier à l'avocat du Conseil d'État et à la Cour de cassation retenue, ainsi qu'au Conseil habituel de la commune, si son concours demeure nécessaire à la continuité du dossier, de signer tous les actes, courriers, mandats, conventions d'honoraires et pièces nécessaires à l'exécution de la délibération, et dire que les dépenses correspondantes seront imputées au budget communal, au crédit prévu par les frais d'actes de contentieux et d'honoraires, et de rendre compte au conseil municipal de l'évolution de la procédure, évidemment. Voilà. Y a-t-il des oppositions à former ce pourvoi? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Eh bien, je vous remercie. Ça va être un dossier encore long, mais on va au bout. Moi, j'ai juste une question, je sais Ouais. pas si ça changera rien dans le vote, mais c'est le dernier recours possible ou derrière il y aurait d'autres recours si l'Europe. Après, c'est l'Europe. Oui, On épuisera. oui, c'est ça. La conservation. Oui. Je vous propose de passer au point numéro 12 avec la désignation du correspondant défense de la commune. Donc à la suite du renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner le correspondant défense de la commune de Palais. Tac, que je retrouve ma bonne feuille. Bon, vous avez été destinataire, hein, vous savez à quoi ça correspond. Et donc, je vous propose de voter à main levée, et je vous propose de nommer celui qui est en charge notamment de la police municipale, c'est-à-dire de désigner Jérôme S. en qualité de correspondant de la commune de Palais. Est-ce qu'il y a des oppositions, d'autres candidatures, hein, peut-être, hein, ça peut intéresser pas grand monde en général, mais il n'y a pas d'autres candidatures? Ouais. Oui, non, c'est bon. On a échangé pour elle pour voir si elle pouvait participer aux réunions. Pas d'opposition, pas d'abstention pour le correspondant défense. Je vous remercie. Enfin, concernant le point numéro 13, là, avec l'AIP, la désignation des représentants au sein de l'association des îles du Ponant. Donc vous savez, on a une association qui regroupe l'ensemble des îles. Hein. On s'est déjà réunis avec Catherine la semaine dernière. L'AIP se fixe l'objet d'assurer la promotion économique, sociale et culturelle de leurs habitants tout en concourant à la protection de l'environnement insulaire. Il est composé de 3 collèges, un collège membre de droit, des élus représentant les communes insulaires, des maires des communes insulaires, et de Fouesnant et Granville, en ville de rattachement évidemment, vous l'aurez compris. D'un collège de membres de droit des élus départementaux, régionaux et nationaux, et un collège des représentants et acteurs professionnels. Donc moi j'en suis donc membre de droit, et il nous faut désigner 1 ou 2 représentants en cas d'empêchement de Monsieur Demois, du coup. Je sais que Catherine est intéressée, et je crois que Béatrice aussi. Il nous faut 2 représentants. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour l'AIP? Non. Bien. Eh bien, écoutez, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je vous ferai... Oui, pardon, Perrine? Catherine Barbotin, c'est 2 suppléants, en fait. Catherine Barbotin et Béatrice.
de désigner un ou deux représentants en cas d'empêchement du maire d'assister aux On réunions. peut en avoir qu'un. Non, mais deux, c'est bien. Ou un titulaire et un suppléant. Non, Mais Thibault est titulaire. Thibault est c'est titulaire. un ou deux représentants en cas d'empêchement. Ok. Donc c'est en plus de moi. Parce que moi je suis membre de droit en fait, du coup on vote pas pour moi. Donc Catherine et Béatrice. Et donc oui, je vous tiendrai au courant parce qu'il y a des évolutions assez majeures sur les travaux qui ont été menés ces derniers mois au niveau de l'AIP, notamment sur les 50 propositions qui sont faites pour faire reconnaître les spécificités des îles dans la loi. Donc il y a 50 propositions qui touchent le quotidien des insulaires, notamment sur tous les aspects, sur le logement, sur le coût de la vie. Donc on a un très gros travail de lobbying à faire auprès du Sénat et auprès de l'Assemblée nationale. Alors auprès du Sénat, on a les relais. Auprès de l'Assemblée nationale, j'ai pu échanger il y a quelques jours avec la présidente de l'Assemblée nationale qui va nous soutenir sur ce dossier-là et donc va nous permettre de fédérer des députés. Parce que vous savez, les îles, on représente finalement en termes de représentativité législative, on pèse pas lourd comme la loi montagne. Donc voilà, il va falloir qu'on poursuive notre combat, mais j'ai des collègues maires à l'AIP qui, comme moi, sommes déterminés avec notre bâton de pèlerin à avancer sur ces dossiers-là qui sont déterminants pour l'avenir des îles. Et on voit que cette structure de l'AIP a évolué et est vraiment devenue une fédération des îles, puis voilà, qui est un outil majeur. Et donc je vais vous tenir très régulièrement informés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de ces évolutions-là. Et puis notamment, j'y ai évoqué les prix des carburants. Et c'est d'ailleurs un courrier que j'ai pu transmettre au ministre de l'économie sur la pression fiscale. Et donc c'est un de mes premiers gros combats de cette mandature pour trouver une solution pour alléger la pression fiscale sur les carburants pour l'ensemble des secteurs économiques, du BTP, les agriculteurs, pour les particuliers. Je pense aux gens qui travaillent à domicile, qui font beaucoup de routes sur l'île, enfin bref, à tous ces métiers dont l'impact des carburants à Belle-Île est vraiment majeur. Donc ce sera mon premier gros combat. Voilà, puis je vous m'aiderai, je ne suis pas tout seul, on ira tous ensemble, mais ça me paraît, dans le contexte actuel, ça me paraît indispensable. Voilà pour le point numéro 13. Oui, Pierre-Paul ? Est-ce qu'on peut imaginer faire un SCOT des îles ? Oui. On peut tout imaginer. C'est mon souhait le plus Pour cher. se séparer du pays de... On peut tout imaginer, d'autant que dans l'actualité, vous avez dû le voir, on a 2 îles aujourd'hui qui potentiellement s'interrogent, c'est Molène et Ouessant, qui ne sont pas rattachés à des intercommunalités. Non, Saint, mais Molène non plus, mais enfin voilà, Saint s'interroge, parce qu'ils ont vraiment des difficultés logistiques, des difficultés financières. Et Ouessant, les nouveaux élus de Ouessant, j'ai échangé avec le maire, là, se pose aussi la question de comment pouvoir trouver une cohérence pour les aider à vivre et à se développer. Donc il a été évoqué potentiellement, il peut peut-être réévoquer un SCOT des îles, et je pense que ça peut être une idée intéressante. Et dans l'AIP, en fait, dans ce groupement d'îles, est-ce qu'il y a aussi bien, on va dire, que les gens aident au niveau des, comme tu disais, avec au niveau des lutter contre les handicaps, etc. Mais est-ce que c'est possible d'avoir des subventions aussi au niveau national, voire européenne ? Alors il y a 2 types, notamment de subventions qui passent par l'AIP. C'est les crédits AIP État et AIP Région. Et en fait, du coup, il y a des enveloppes qui sont attribuées pour les îles, et ensuite on dépose nos dossiers en comité de programmation unique, comité unique de programmation, c'est le CUB, et ensuite on flèche par décision avec les élus dans des thématiques en fait, où on répartit les enveloppes, et ensuite à nous d'aller chercher au niveau des îles, dans ces enveloppes, les crédits pour nous accompagner dans les projets. D'accord, c'est pas ça que c'est l'AIP qui va aider ça. Voilà, et en fait, en fonction des crédits et des consommations des crédits, on peut rééquilibrer. On sait que là, une des priorités va demeurer l'emploi, le logement et l'habitat. Donc voilà, on a des enveloppes qui sont plus conséquentes, mais bon, il n'en reste pas moins qu'il y a sur beaucoup d'autres sujets, les crédits sont disponibles au niveau de l'AIP, et on en fait les demandes régulièrement. régulièrement, et on va en faire bientôt pour nos projets.
Voilà pour l'AIP. C'est tout un programme. Voilà, moi j'en ai terminé avec l'ordre du jour. On a reçu une demande d'évocation de plusieurs sujets en fin de séance. Donc je vous cède la parole, vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Bah, oui. J'ai une question juste avant, Ouais, Patrick. ça va être rapide. Je me fais porte-parole un peu de quelques usagers du port qui me demandent est-ce qu'il y a une justice vraiment dans le carénage des bateaux, parce que normalement à ce jour c'est interdit. Hein, et quand on leur demande, on leur dit tu vas à la Trinité, au chantier de la Saline, mais ça fait 180% d'augmentation en plus. Pour un canot, ça fait 600 balles. Pour les Villois, c'est un peu. Bref. Et il y a quand même des gens qui carénent, et comment ils arrivent à passer à travers l'œil. J'ai fait des photos, ça grogne quoi. Ah oui, non, c'est pas normal, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Et c'est Gervais Olivier est prévenu, hein, c'est celui qui surveille. Et puis pour pouvoir surveiller, voilà, il voudrait des outils numériques pour pouvoir contrôler et puis pour pouvoir verbaliser au besoin. Mais surtout, en fait, Patrick, c'est l'idée, je vais peut-être laisser Pierre-Paul répondre, mais l'idée c'est de pouvoir rapidement avoir, et on l'a mis dans notre PPI, c'est une aire de carénage mobile qui puisse répondre très très rapidement aux besoins. Alors s'il vous plaît, demain, s'il y a un pauvre type de Bélu qui carène son canotte, regardez ailleurs, quoi. Parce que ça va tomber sur lui. Non, mais là, l'idée c'est plutôt d'apporter la bonne réponse très très rapidement, avant l'été. Les devis sont faits, donc normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors ça n'a jamais, effectivement, c'est un dossier qui a jamais trouvé de solution jusqu'à présent. Hein, c'est ancestral, les méthodes, mais là pour le coup, on y apporte une solution et on va l'apporter dès cette année. Voilà, comme ça, il n'y aura plus d'enjeu sur ce type. Je dis rien, mais celui qui veut continuer, je ne l'ai pas vu non plus. Je sais pas, Pierre-Paul, si tu veux. Non, mais effectivement, il y a cette aire de carénage officielle au chantier et les coûts sont nettement supérieurs à ce qu'on pourrait imaginer. Donc on a réfléchi à d'autres solutions. On a la solution avec 2 ou 3 variantes possibles. Une aire de carénage mobile sur laquelle on va poser le bateau sur un berre adapté avec des pompes de récupération des boues et des peintures et tout ça. Et ça fonctionne très bien. C'est avec des pompes qui sont tout à fait adaptées, on serait de l'ordre de 35 à 40 000 euros. Il n'y a pas besoin d'études géotechniques comme on avait imaginé sur les premières études d'aire de carénage. Donc c'est facile, ça pourrait se mettre tout à fait à côté, à gauche des ateliers, et ça faciliterait vraiment beaucoup tout le monde. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a mis un panneau carénage interdit, qu'il y en a qui font ça quand personne ne voit, la nuit, dimanche. La nuit, mais tout le monde les voit. Non, un jour. Voilà. Je vais comprendre, hein, moi, oui. Mais là, aujourd'hui, il faut attendre qu'on ait la plateforme. Bref, franchement, sur ce carénage mobile, on est plus proche d'y arriver, de l'avoir très vite que là, en train de se dire on est rendu où, on fait comment. Là, il y a juste une question qui se pose, c'est comment on va vider ces cuves quand les mecs vont les caréner. Est-ce qu'on fait venir mais cette question, c'est juste est-ce qu'on fait venir un camion, est-ce qu'on les traite? C'est juste ça la question qui me reste vraiment. De stockage, en fait. Mais là, pour l'instant, ça devrait aller très vite et là-dessus, ça a quand même bien avancé. C'est dans les options, c'est justement dans les options. Soit effectivement, c'est récupéré et puis envoyé dans les circuits de retraitement. Soit il y a des possibilités avec des pompes supérieures et tout, pour pouvoir rejeter carrément de l'eau presque propre, comme le fait le chantier de la Saline. Mais oui, comme le dit Charles, ça va se faire très vite, on n'a jamais été aussi près. L'ambition, c'est de le faire là, cette année. Là. Il s'est passé quand même 2 mandats où il ne s'est rien passé. Bon. D'ailleurs, on a fait des études. Même 3 quand tu étais adjoint au port. Non, mais moi j'avais peut-être même été fait. Certains n'ont pas voulu payer. Mais bon, si ça avait été fait depuis, ce serait amorti. On ne va pas revenir en arrière. On a perdu du temps là. Oui. Après, c'est peut-être aux affaires maritimes de venir. Je sais pas. Légalement, je ne sais pas si on a le pouvoir d'aller les voir et de leur mettre une amende. Non, c'est Gervais Olivier. C'est ça, Gervais, moi je pense qu'on a la même opinion sur lui que. Enfin, on a la même opinion sur lui tous les deux. Mais au jour d'aujourd'hui, on le voit.
on ferme pas forcément les yeux parce que ça fait. On va faire des jalousies, mais. Oui, on sait qu'il y a un problème là-dessus et il faut que ça avance et on n'a jamais été aussi près, ça c'est sûr. On est dans la saison. Je sais bien dans la saison, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais la plupart des gens. Je vais te dire, ça fait des années que c'est comme ça, on essaie d'avancer au plus vite. Là, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est encore comme ça, c'est malheureux, mais. Entre-temps, il y a une voilà, privé qui s'est créé. c'est ça, moi le premier, je me tape 600 balles de manutention pour sortir en bateau, pour l'emmener chez moi, pour le faire moi-même. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça, c'est un sujet. J'ai même parlé avec Philippe de la Saline, pas plus tard qu'hier, on doit se voir, on va encore en discuter. Enfin, je suis entièrement d'accord là-dessus. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, se dire que demain l'aire de carénage sera mise, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et là, pour le coup, on peut pas dire que le boulot n'a pas été fait là-dessus. On approche. Ouais. Moi c'est pareil, j'avais juste une petite question aussi avant que tu y ailles, Swick. Je me fais un petit peu, du coup, dans la position un petit peu porte-parole, pareil, des usagers du port, enfin notamment des pêcheurs, dans la place que j'ai, donc un peu de sollicitation des pêcheurs. Donc, ça me tient un peu à cœur qu'on les oublie pas aussi, parce que je pense que c'est important pour Belle-Île, la pêche. On a plein de jeunes pêcheurs qui sont en train de s'installer. Donc j'en sais un autre qui est en train de chercher un bateau pour l'année prochaine. Ça serait bien que nos pêcheurs, on les dorote un petit peu, c'est important de les avoir sur le quai, de les avoir dans le port aussi, surtout sur une île. Mais je voulais pas qu'on oublie ce petit projet qu'on avait de les mettre à l'abri, au moins les couper du vent sur leur étal, faut pas oublier ça. Alors ils sont venus me voir, les mecs sont venus me voir, ils m'en ont parlé, je leur ai dit, je vous fais porte-parole, je vous promets de continuer à lancer le sujet. Je lui ai dit pareil, faites-nous des croquis, réunissez-vous, parlez-en de ce que vous voulez exactement, parce que nous on ne sait pas trop ce que vous voulez non plus, donc ce que vous voulez serait peut-être mieux que vous fassiez des croquis. Par les étals des étals, ouais. Sur le quai. Sur le quai, c'est ouais, ça. Et puis là on va leur proposer aussi 2 ou 3 modèles, j'ai fait des recherches. C'est ça, alors eux pareil, alors du coup ils m'ont dit qu'ils allaient faire des croquis, voir ce qui serait le mieux aussi pour eux. Pour ça on pourrait faire un peu des inox sur tout ça. C'est ça. Et du coup, pareil, je voulais remercier Jean-Luc pour le box de la SNSM. Je trouve ça bien, je trouve ça malheureux que tu ne m'aies pas appelé pour donner un coup de main. Et de l'avoir libéré pour la maison des pêcheurs, c'était hyper important. Et je sais qu'il y a une liste d'attente. Alors c'est pareil, moi j'en découvre aussi un petit peu aussi, c'est normal, je viens d'arriver. Une liste d'attente pour les box. Et ça aurait été bien qu'on essaye de voir si on a pas d'alternative pour ceux qui sont. Pour éviter ça, d'avoir une liste d'attente pour qu'on puisse dorloter nos pêcheurs, quoi, s'il n'y a pas un petit hangar ou une petite alternative, quoi, c'est ce qui est possible là-dessus, quoi. Ça serait, pour moi, ce serait plus urgent, c'est pour eux, quoi, de pouvoir leur proposer quelque chose qu'on ait déjà, je pense, moins d'intérêt sur le quai, et puis c'est important de dorloter nos pêcheurs. On a une réunion sur le sujet, c'est quand 6, 14h. Donc tu vas être convié de 6 à 14h justement pour faire le point sur les besoins. Alors nous on en a rencontré justement aussi pas mal. Voilà, mais du coup ça permettra de regarder, de fédérer peut-être un peu et justement d'avoir des besoins communs. Je pense que c'est important. Ouais. Donc voilà, c'est bon pour moi. Je voulais juste en parler. Très bien, c'est important. Très important, un port sans bateau de pêche, c'est plus important. Merci Charles. Il y a d'autres questions? Oui, c'était pas des questions, c'était pour les points que je voulais évoquer dans la lettre. On n'entend pas. Donc ce serait en fait 4 points, du coup l'aire de carénage ça va être très bref. C'est juste pour indiquer qu'il y a 4 points qu'on voulait soumettre au maire pour l'ordre du jour du prochain conseil municipal ou de conseils municipaux postérieurs, sans urgence forcément pour certains. En fait, c'est pour l'instant sous forme d'idées, mais donc qui seraient développées
en conseil municipal si ça pouvait être véritablement débattu. Alors la première idée, ce serait de se défaire du cinéma qui est déficitaire. Et comment s'en défaire? Alors en gardant un pied dedans, puisque la mairie reste propriétaire de toute façon du bâtiment, ce serait de créer une SIC, c'est-à-dire c'est une société coopérative d'intérêt collectif, ce qui fait que les salariés seraient dedans, seraient membres de la coopérative. Il y aurait les spectateurs volontaires qui paieraient, qui auraient des parts et donc qui apporteraient de l'argent. Il peut y avoir du mécénat privé, des associations. Ça avait déjà été étudié par l'ancien... Il y a des gens qui n'entendent pas. Ça a déjà été étudié par l'ancien propriétaire du cinéma. Et étant donné que c'est un cinéma qui est déficitaire et qu'un petit cinéma comme ça rural, enfin, ce modèle d'une SIC, en fait, il est courant pour des cinémas ruraux. Et vu que l'idée, c'est pas de faire de l'argent, ça va jamais être une source véritablement, enfin, qui va faire des bénéfices pour intéresser un privé. Voilà, enfin, ça c'était une idée qui nous semblait intéressante à mettre en avant parce qu'en plus, ça ouvre vraiment le cinéma au public et à la population qui peut participer et vraiment être partie prenante au sein du cinéma. Voilà, donc l'idée, ce serait que ça ne soit plus un budget annexe de la mairie. Alors ça c'est un sujet, je vous réponds parce que du coup Mewen a été missionné spécifiquement sur la question du cinéma. Il est conseiller délégué en charge du cinéma et de son évolution. Donc il étudiera toutes les pistes possibles dans les prochains mois, dans la prochaine année, pour voir ce qui convient le mieux. Parce qu'un privé tout seul, oui, il fonctionne très bien le cinéma, il n'y a pas de souci. Hein, les charges du cinéma, c'est les charges salariales qui nous posent souci. Hein, il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est uniquement ça, ce qui est cohérent parce qu'on est une collectivité en fait. Mais au même titre que la bibliothèque est très largement déficitaire puisqu'elle n'a aucun revenu à part quelques subventions. Mais après, c'est des choix politiques culturels forts. Donc on va voir déjà avec la saison, puisqu'on va avoir cette année des très grosses sorties américaines, parce qu'on a des saisons qui sont fluctuantes. Mais voilà, peut-être que l'appel au bénévolat, il y a déjà des pistes que Mewen est en train d'essayer de chercher pour améliorer encore. Mais voilà, c'est vraiment un outil, qu'on veut conserver, ouvert à l'année aussi, parce que c'est hyper important. Il y a au-delà du lien culturel, il a un vrai lien social, et donc on est très attaché à notre cinéma. Mais Mewen, durant le mandat, étudiera toutes les possibilités sur l'avenir du cinéma, comment on le fait évoluer, comment on fait aussi revenir des jeunes, etc. etc., etc. Donc c'est une très bonne question qui sera partagée et débattue dans les travaux à venir. Mais Soïc, si tu veux, on en discutera vraiment ensemble, ouais, pourquoi pas. En fait, l'idée, ce serait de le faire à travers une commission extra-municipale, comme ça avait été fait pour la création du STAR, par exemple. Et il y a des personnes compétentes en économie solidaire qui pourraient s'y intégrer. Ouais. Après, la deuxième idée, c'était la création d'une maison d'assistante maternelle, étant donné qu'il y a un gros besoin, aujourd'hui la crèche ne répond plus aux besoins, et que la maison d'assistante maternelle, ça nous permet vraiment d'être une solution qui est souple et qui est une solution modeste, ça ne demande pas des investissements d'envergure, et donc ça répond aux demandes pour les gardes d'enfants, et aussi un besoin social et d'emploi pour des femmes qui, par exemple, soit ont l'agrément assistante maternelle ou bien souhaitent se lancer, mais n'ont pas le logement, parce qu'elles sont en appartement, parce qu'elles n'ont pas une maison aux normes. Et donc on pourrait les regrouper dans une maison qui serait facilitée par la mairie. Et c'est très compliqué à mettre en place, ça entre par il faut que la CAF s'y mette, etc. Si j'ai bien compris. C'est assez complexe. Ouais. Mais en tout cas... Est-ce qu'il y a une demande de professionnels aujourd'hui? Oui, alors il y a quelqu'un, je ne sais pas si on peut citer des noms dans le conseil. Donc en tout cas, il y a quelqu'un qui avait déjà eu ce projet, qui a commencé à nouer les contacts. Qui n'était pas micro-crèche, parce qu'on a eu des contacts de micro-crèche. Il faut voir après déjà quantifier les besoins, s'il y a une mobilisation derrière. Et ensuite, on ne peut pas se substituer à une compétence déléguée. Donc c'est bien l'intercommunalité qui a la compétence petite enfance. Et donc se posera la question du reste, effectivement également et de manière parallèle, de l'agrandissement de l'actuelle crèche, qui ne peut pas accueillir tout le monde. On connaît les difficultés. Ensuite, il reste juste 2 points. Donc, il y avait le troisième, c'était essayer d'avoir une confirmation du bruit comme quoi l'auberge de jeunesse va être mise en liquidation judiciaire en juin. Donc je ne sais pas si c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Et donc de soumettre l'idée que la mairie se positionne
parce que c'est quand même la dernière opportunité de conserver une offre de tourisme qui soit destinée à un tourisme populaire. Et la deuxième chose, c'est que ça pourrait aussi servir en partie, parce que sachant que ce n'est pas du tout déficitaire, c'est mis en liquidation judiciaire parce qu'au niveau national, j'ai un déficit, mais celle de Belle-Île, elle fonctionne. Donc ce n'est pas un gouffre, et ça pourrait aussi intégrer éventuellement un peu de logement saisonnier, voire du logement d'urgence, peut-être une classe ou deux de logement d'urgence. En tout cas, c'est une activité qui me semble intéressante. Je trouve que ça fait sens. Je pense que tout le monde autour de cette table partage l'intérêt majeur de conserver cet emblème du tourisme ouvert à tous, qui est vraiment qui soit le tourisme solidaire, le tourisme, voilà, vraiment on est dans cet emblème-là, et il est indispensable que l'auberge de jeunesse demeure dans un fonctionnement tel qu'il l'est aujourd'hui. Effectivement, on le sait, elle est dans le top 5 des fuages de France, donc elle a des ponts, elle ouvre 6 mois de l'année, mais avec des très bons résultats. Aujourd'hui, il y a 7 repreneurs. Parmi les 7 repreneurs, il y a des dossiers qui sont intéressants, mais nous, la commune, aujourd'hui, on ne va pas se positionner sur l'achat, d'abord parce que c'est trop tard, et puis surtout parce que en fait, on va se retrouver dans les mêmes travers qu'avec VVF. En fait, on va être propriétaire d'un bien qui va nécessiter plusieurs millions d'euros de travaux. Aujourd'hui, donc il y a l'acquisition plus 3 à 4 millions d'euros de travaux au bas mot. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas les moyens financiers de le faire. Et c'est pour ça qu'on s'était notamment détaché de VVF, puisque aujourd'hui on est plus près de 7-8 millions d'euros de travaux à faire pour rénover le parc, qui aurait été rénové par le contribuable palentin sur un budget annexe. Donc vous imaginez le taux d'endettement de la commune. Néanmoins, il y a dans les repreneurs, il y a des repreneurs publics avec qui je suis en échange depuis plusieurs semaines. Et parmi ces repreneurs publics, on en a qui sont plus connus que d'autres, qui sont bretons notamment. J'ai eu cet après-midi la 7e offre, j'ai pu échanger avec eux. Et l'idée, c'est de continuer, de rénover, déjà d'avoir des moyens financiers. Donc en fait, il y a un acquéreur et derrière un gestionnaire, et le gestionnaire avec les mêmes qualités aujourd'hui qu'offrent les feuages. Donc on va soutenir cette candidature publique d'acquisition via Région Bretagne, entre guillemets, pour pouvoir, pour qu'ils puissent investir à l'acquisition, puis faire les travaux derrière, et ensuite trouver le bon repreneur. Mais ils l'ont déjà, parce que c'est un réseau qui fonctionne. Mais il y a d'autres candidatures qui sont moins séduisantes. On a étudié même ce matin en réunion d'adjoints. Mais oui, la liquidation est bien arrêtée le 2 juin. Le délibéré sera rendu le 2 juin. Et selon les scénarios, de toute façon, vraisemblablement, l'auberge va pouvoir continuer sa saison jusqu'au mois d'octobre. Ça, c'est vraiment une des demandes, parce que sinon, bonjour la saison touristique. Mais derrière, oui, moi, ce que je vous propose, c'est de soutenir le repreneur public qui fera une délégation de service public sur cette auberge de jeunesse et qui a les moyens financiers aujourd'hui de mener justement l'ensemble de ces travaux. Et derrière, un fonctionnement qui peut évoluer, effectivement, en étant avec plus de partenariats, notamment sur l'hiver, parce qu'il y a un gros potentiel sur les 6 autres mois de l'année. Alors il n'est pas le potentiel, il n'est pas touristique, on est bien d'accord. On a pu échanger notamment avec certains gérants de feuages, et notamment sur les passer certaines dates en hiver à Belle-Île où il n'y a plus le réseau de transport, etc., où c'est plus compliqué. En fait, il n'y a pas de demande même quand la ouverte, mais par contre elle peut être ouverte à la demande, l'auberge, même l'hiver, jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de soutenir l'action publique, d'écrire, parce que je vais avoir les mandataires au téléphone, et de soutenir ces candidatures-là au détriment d'autres candidatures. Et est-ce que la mairie a un peu son mot à dire si tout d'un coup, je dis n'importe quoi, cette société rachète en disant mais je vous jure, ça va rester populaire, machin et tout? Est-ce que si tout d'un coup on voit que ça vrille et que ça devient quelque chose qui ne vient pas du tout dans notre façon de penser à tous? Non, parce que dans l'offre, en fait, il conditionne. C'est bien voilà, le liquidateur va aller sur l'offre, et dans l'offre, il est détaillé justement dans le contenu tout ce qui. La demande, le carré, voilà. etc. Ah ouais, l'idée c'est de pas avoir un truc avec un prix qui double derrière. Ouais, c'est ça. En disant bah oui, mais le coût de travaux. Mais en même temps, il y a un gros besoin de travaux, mais il y a aussi un gros potentiel, même sur le volet camping. Là aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont sous-exploités, et pour ceux que ça intéresserait, il y a une visite, on fait une petite visite le 1er mai à 11h des locaux.
De l'auberge de jeunesse, si ça vous intéresse. Juste pour pouvoir justement voir, parce qu'il il y a notamment la partie hangar où on faisait du judo avec Garance quand on était petit. Enfin, moi je regardais, vous en doutez. Mais ouais, c'est sous-exploité, donc il y a un fort potentiel et il faut effectivement, on va tous militer et aller dans le même sens pour s'assurer qu'on soit sur l'accessibilité du tourisme et qu'on ait le meilleur des repreneurs. Mais oui, on est en lien et les administrateurs vont m'appeler demain justement pour connaître la position de la mairie, donc on ira sur le repreneur qui a les moyens financiers aussi de mener des travaux, mais derrière qui a le volet le plus social dans l'intérêt de Belle-Île. Et après, voilà, je trouve dommage quand même que, sachant que maintenant, vous dites que maintenant, de toute façon, on serait trop tard pour se positionner, je trouve ça dommage en fait que les termes du débat n'aient pas pu être posés en amont, justement pour soit dans les temps, plutôt qu'après coup. Ouais, mais c'est un dossier qui est pas vieux. Hein. Moi, j'ai été informé très très récemment. Hein. Oui, mais même dans les délais, j'imagine. Donc, ça aurait été bien. À partir du moment où il y a un repreneur public, c'est intéressant. Et le repreneur public, en fait, il y a eu beaucoup de rebondissements dans l'affaire. On y va, on banque des territoires. Enfin, il y a beaucoup de sujets d'aller-retour. Et à partir du moment où il y a un repreneur public qui se positionne, nous, ça nous va bien. C'est le meilleur acteur. C'est toujours intéressant. Donc, voilà, je trouve que ça aurait été plus enrichissant. Voilà. Et après, la dernière chose, donc c'était de toute façon l'aire de carénage. Je comprends bien que ça y est. Voilà, la réflexion elle est lancée, que ce sera à long terme, mais c'était effectivement l'idée de création d'une aire de carénage, de la mettre à l'ordre du jour d'un conseil, mais j'entends bien que ça y est, c'est lancé. C'est mobile, hein, ce ne sera pas dans long terme, enfin, parce qu'il y a déjà eu la phase d'études qui a duré des années, effectivement, comme le soulignait Patrick, même la région nous a refait faire des études sur l'étude de la réétude. Au bout d'un moment, on part sur une unité mobile qui va répondre aux besoins et qui facilite grandement le fonctionnement et l'investissement. Et j'ai une dernière chose où là je vais vous ennuyer tous. On n'entend pas. C'est-à-dire. Micro. Ah. Là, ça vaut le coup. Oui. Non. Devant la bouche, pas devant la bouche. Oui. Mais devant la bouche. Je ne sais pas si. D'accord, c'est à distance. Donc c'était une mise au point concernant le droit d'expression des élus, puisque suite à la parution du droit de réponse de la majorité municipale dans la Gazette de l'Amérique, dans le Petit Palantin, donc on s'est rendu compte que ni le droit de la presse, ni le droit d'expression des élus d'opposition n'étaient respectés. Et donc suite à ça, moi ce que je propose, c'est qu'il y ait un erratum qui soit inséré dans le prochain numéro, pour expliquer que ça ne se reproduira plus, c'est-à-dire qu'il y aura déjà que la présentation va changer, c'est-à-dire que ce sera bien identifié comme un endroit qui est dédié à l'opposition, donc ça ne peut pas être, je ne sais plus comment ça se... parole croisée, donc non, ça doit s'intituler la parole à l'opposition, quelque chose comme ça. Et ensuite, une réponse ne peut jamais être faite directement en dessous d'un texte, ça c'est le droit de la presse, voilà. Et ensuite, quand il se trouve que quelqu'un a besoin de faire une réponse, elle doit être signée. Parce que sinon, on a l'impression d'un correctif, en gros, comme si on nous faisait la leçon, qu'on disait « Ah ben non, vous vous êtes trompé, c'est pas vrai », et ça ne ressort pas comme une opinion. Or, ce qui est exprimé dedans, c'est strictement une opinion. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des choses aussi sur le fond qui relèvent de la désinformation, puisque on parle d'imprécisions, etc., alors que les imprécisions sont dans le texte de la réponse et que, donc, point par point, on voit que ça ne correspond pas aux propos. Donc c'est une déformation de propos, ça va quand même pas aussi loin que de la diffamation, mais c'est quand même une déformation de propos. Et donc ça, c'est interdit par le droit de la presse aussi bien que par les règles du respect du droit d'expression des élus. Voilà, donc moi ce que je demande, c'est une mise au point que je peux... C'est surtout, effectivement, ce sera relevé. Et nous on a vu effectivement avec notre requête, c'est l'emplacement en fait qui n'est pas bon. Oui, c'est l'emplacement.
Et en fait, l'emplacement doit être distingué. Et on a fait 2 erreurs. On a oublié de mettre Martine aussi dans la présentation des élus. Et Martine, j'en suis désolé. Mais je pleure tous les jours. On a fait une petite erreur. Mais oui, ce sera rectifié. Non, mais Martine, je le dis, quand on fait des omissions comme ça, il faut le reconnaître. Donc on améliorera ça effectivement. Et donc, on peut aussi avoir un espace sur le site de la mairie et un droit d'accès à la page Facebook de la mairie. Voilà. Et Ouais. moi, c'était les dernières choses. Et il y avait une demande de Freddy Padalec concernant un droit de classe au marché. Qui ça Freddy Padalec. On en a parlé hier. Ah, c'est un peu l'embrouille quoi, de son côté. Ah, mais c'est pas l'embrouille, on l'a reçu à 3 reprises, Ouais, on l'a mais je reçu sais pas. à 2 reprises. Il ne faut pas trop le défendre parce qu'on Ouais. n'a pas tous les ingrédients. Ouais, Oui, non, mais c'est on ça. en a parlé au conseil communautaire avec Patrick hier, je pensais qu'il serait là ce soir pour... voilà. Moi, nous, on fait notre boulot avec Nicolas, avec Thibault, on a été sur place, avec Nicolas, on est retourné sur place, on lui a proposé 3 emplacements, il ne revient jamais vers nous. Je ne sais pas quoi dire, parce que là, C'est dommage, c'est une petite entreprise locale quand même, quoi. Oui, c'est important, hein. On n'aime pas les chichis, mais bon, voilà. C'est important, mais par contre, c'est l'emplacement qui pose problème. Donc, ce sont les travaux. Après, on a fait des propositions, mais enfin voilà. Et on n'a pas eu de retour en fait. On n'a pas de retour. Si j'ai bien compris, sur la place du marché, c'est pas possible. Non, ça ne sera pas possible. Et pourquoi est-ce que la place de la ville Oui, mais pourquoi Sur la place du marché. Il travaille l'après-midi. Par rapport Ah oui. Il y a d'autres commerçants. Non, mais par rapport, il n'y a pas de volonté dans le. Non, mais on va être très clair. Non, mais on va être très clair. D'abord, le marché, il y a un règlement de marché. La place est affiliée au règlement national des marchés. Donc, effectivement, de toute façon, on n'y déroge pas. Mais il y a une volonté politique depuis toujours qui est de ne pas avoir de food truck en ville ou de commerce ambulant qui viendrait à la journée concurrencer les pas de porte qui coûtent une fortune à Palais. Donc ça, on a des dizaines de demandes de food truck tous les ans et on les refuse dans le centre-ville de Palais pour ne pas fragiliser les commerces qui ont déjà parfois du mal à vivre, qui sont ouverts l'hiver. Donc là, il est quand même dans un bon emplacement. Je suis désolé, il y a des travaux. On l'a déplacé, on lui a proposé 30 mètres plus loin. On va essayer de voir avec lui de trouver peut-être Enfin, on n'a pas de retour en fait. Moi, j'ai pas de retour de sa part. Donc, je peux pas vous répondre là. On a fait des propositions. Si c'est pas les bonnes, on peut réfléchir à autre chose. Mais dans le cœur du centre-ville, il en est hors de question. Non, je ne comprends pas pourquoi. On va t'expliquer. Non, mais c'est une blague. Non, non, mais il reste plus grand-chose à l'extérieur. Pas mettre dans le bois du génie non plus. Non, mais là, on lui propose sur les places de parking qui sont juste à côté. Il sait depuis 2 ans qu'il va y avoir des travaux. Un mois au mois d'avril. Non, mais on a proposé une alternative. Je n'ai à cette heure pas de retour sur la proposition de l'alternative à 30 mètres plus loin. Pour l'instant, je peux pas vous répondre, mais non, clairement, il y a une volonté politique, il n'y aura pas de food truck en ville. On est déjà au cours des palais piétons, on a quand même des largesses sur qui peut y venir. On a des fonds de commerce quand même pas chers en plein air, donc pas de concurrence au centre-ville. Ça fait vraiment, c'est une histoire d'équilibre, et c'est une volonté politique qui n'est pas négociable. Enfin, du moins, on sera là. Mais à aucun moment, parce que je veux pas qu'on entende dire derrière, on le laisse tomber, la commune laisse tomber, Freddy, machin. Marianne a passé beaucoup de temps, on a été sur place 3 fois, on a fait des propositions. Aujourd'hui, j'ai pas le retour, on verra. Et on va revoir la copie si jamais vraiment il y a une difficulté technique, par exemple. Bah oui, on va essayer de trouver autre chose. Mais moi, j'ai pas de retour aujourd'hui, donc. Et on lui a proposé une 3e place. On pensait que c'était revenu. Avec Nicolas, on en a encore parlé ce matin. C'est dommage. Donc je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas les informations, donc il nous appellera, il va prendre rendez-vous avec Marianne et ils trouveront la bonne solution, j'espère. Et si la cabane blindée qu'il y a le passage n'existait plus, le conteneur. C'est pendant les travaux, t'as pas le choix. Il y a la grue au-dessus, je crois que c'est pour ça. Oui, la grue, l'autre jour, je voyais la grue passer avec des charges de poutres en ferraille, il y avait du monde dessous. Quand ça va tomber, tu ne seras pas toujours sous le truc. Hein. Là, on est. Attention. Hein. Non, mais là, il y a les travaux des sanitaires qui vont commencer, Patrick aussi.
Oui, je dis ça comme ça. Non, mais s'il n'y avait pas ce truc... C'est sûr que ce serait bien qu'on ait la solution idéale, mais on va peut-être la trouver. Hein. Mais on la cherche en tout cas, mais peut-être que ça convient, enfin j'en sais rien. Moi, je ne demande pas au chauffeur de la grue s'il ne peut pas le... Oui. Avec un aimant. Emmanuel c'est une question pratique, je ne sais pas à qui demander. Il y a l'antenne relais de Bordilla, depuis plusieurs semaines, est éteinte, il n'y a plus les voyants lumineux. Et il y a pas mal de... Enfin, on est proche de l'hôpital, des hélicos qui tournent. C'était déjà éteint au moment où il y a eu les vols d'avions de chasse bas. En fait, je ne sais pas qui alertait là-dessus, mais il y a un sujet. Stéphane, on parlait ce matin des... Non, on a listé ce matin l'ensemble des réseaux téléphoniques, vous savez, les poteaux en bois téléphoniques, en fait, avec ces câbles téléphoniques, certains traînent presque par terre dans des haies, au bord de route, etc. Donc on a relevé 8 lieux problématiques. Et on a du mal à les faire venir, du sous-traitant au sous-traitant, mais on a du mal. Par contre, pour l'antenne, on a des interlocuteurs qui seront plus réactifs, donc on va faire remonter ça dès demain, Emmanuel. C'est important. Hein. Martine, tu avais... Ah, oui. Je ne vais pas vous ennuyer très très longtemps. Hein. C'est une demande de Fatima, hein, je la découvre là, parce que je n'étais pas là aujourd'hui. C'est une appel à candidature, voilà. Dans le cadre de son contrat départemental lecture, la médiathèque départementale de Morbihan, en partenariat avec les archives départementales, ouvre un appel à candidature auprès des médiathèques de son réseau pour l'organisation d'un cycle d'ateliers à destination des classes de 4e des collèges publics et privés, situés donc sur notre territoire, sur leur territoire. Ces ateliers aboutiront à l'écriture d'un récit de fiction par classe, s'appuyant sur un travail de recherche dans un corpus d'archives portant sur le Morbihan au XIXe siècle. Voilà. Non, c'est vraiment très intéressant. Oui. Ce projet répond aux 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle, acquisition ou développement des connaissances pratiques artistiques et fréquentation des artistes et des œuvres, et vise à créer des partenariats entre bibliothèques et collèges autour d'une action tournée vers la recherche et la consultation d'archives à partir de fonds numérisés, la pratique de l'écrit de fiction accompagnée par un auteur ou une autrice. Cet appel à projet a pour but d'informer les bibliothèques des modalités de participation. Cette proposition, dont le déploiement est prévu sur l'année scolaire 2026 et 2027. Les objectifs, je vous les lis rapidement. Créer ou entretenir un partenariat entre les bibliothèques et les collèges. Faire venir le public adolescent dans les bibliothèques pour ancrer de nouvelles pratiques chez les jeunes. Encourager l'appropriation de l'écrit de fiction en s'appuyant sur la pratique de l'écriture créative. Proposer en bibliothèque une action culturelle autour de l'écrit avec un médiateur professionnel, l'auteur ou l'autrice donc. Offrir une visibilité départementale aux bibliothèques participantes. Alors, le contenu du projet, il concerne exclusivement les classes de 4e. Voilà. Et une seule classe par collège. Voilà. Et au maximum, il y a 5 communes dans le département du Morbihan. Donc j'espère qu'on sera retenu. Alors, l'intégralité des coûts des ateliers et la restitution sont pris en charge par le département du Morbihan. Voilà. En revanche, il n'y aura pas de financement du déplacement des élèves à la bibliothèque. Bon. Voilà. Ça nous demandera une petite participation si vous êtes d'accord. Déplacement des élèves à la bibliothèque. Oui, ils vont à pied. Ils y vont, oui, de toute façon, même les deux. Les deux, oui. Donc pour nous, c'est pas... Voilà. Donc il y a un calendrier, mais je vous en fais grâce. Martine, tu as bien dit qu'il n'y avait qu'une seule classe par collège. Par collège. Ah, c'est dommage. Les quatrièmes. Non, mais une seule classe, oui, 2 quatrièmes, alors qu'il y a 2 quatrièmes. Oui, je sais bien. Mais il n'y a que 5 écoles sur tout le monde. Donc il faut... C'est un appel à projet, on ne sait même pas si on sera retenu. On ne sait pas encore si on pourra faire partie.
Et voilà, donc les critères de participation, la bibliothèque s'engage à constituer un binôme bibliothécaire salarié représentant de l'éducation nationale du collège concerné. Donc les professeurs documentalistes, les professeurs de français, d'histoire, voilà. Il revient à la bibliothèque de contacter le collège et de trouver son binôme. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment, si jamais on est retenu, c'est vraiment génial. C'est pour les jeunes. Même si on n'est pas retenu, il faut que ce soit fait. Oui. Et même si les gens n'est pas retenu, il faut le faire. Même si on n'est pas retenu, c'est vrai, oui, ça peut être un travail des profs avec la bibliothèque. Voilà, mais le collège privé est concerné. Tu travailles. Ouais, voilà. Pour la deuxième classe, ça peut être. Ben oui. Une classe. Donc voilà. Juste une question comme ça, parce que c'est vrai que là, je débarque avec tous les chiffres et tout, et j'ai l'impression que je suis un des rares à piper que dalle. Tu vas apprendre, c'est normal. Moi, j'ai tout compris, mais voilà. Et tu sais, quand on parle souvent du budget en fait en 2026, où il y a 100 000 euros à trouver, et en se disant comment on peut faire. Et c'est vrai que tout à l'heure, je me disais, quand tu vois la taxe secondaire, qui n'a pas augmenté ou qui a augmenté très très peu. Ouais, un pourcentage. Sur la résidence secondaire, si elle a augmenté de 60%. Non, par rapport aux chiffres qu'on a vus. Par rapport aux chiffres qu'on a vus entre 2025 et 2026, elle a augmenté peut-être de 1%, un truc comme ça, ou même pas, enfin je sais plus. Ça représente, je sais plus, en gros, en calculant, je crois qu'on arrive à un truc comme 80 000 euros par rapport à Valais en taxe secondaire. Et ah non, tu parles de la taxe foncière. Oui, la foncière, pardon. La foncière. La foncière sur la secondaire, pardon. Ouais, la foncière, voilà. elle touche tout le monde. Okay. Quand tu augmentes la taxe foncière, tu l'augmentes pour tout le monde. D'accord, tu ne peux pas distinguer. Ouais, ok. Ouais. Parce que l'idée c'était ça, c'est pas comme la résidence secondaire. Par contre, étant donné qu'on est la commune des plus basses de Bretagne en termes de foncière, on peut mettre déjà un curseur de 80 centimes par mois, par habitant, par foyer, c'est pas cher. Et là, tu as fait 80 000 euros. C'est ça. Mais pas tout cette année. Parce qu'on avait fait un scénario sans. Mais c'est parce que je me disais que ça dérangeait pas grand chose dans les. Même dans les foyers en fait. Les logiques en fait, elles sont là, il y a un poste de dépenses majeur et c'est un petit peu partout. Voilà. Et ça, c'est vraiment la utilisation des questions. Oui, Martine. Vas-y, Martine. Je vous remercie d'avoir participé tous à la dictée du génie. Bravo. Non, je plaisante. Ah, parce qu'il y avait personne. Ça aurait pu sinon de voir les copains. Mais toi, tu y étais, Martine. Je vous dirai pas combien de fautes j'ai fait. Parce que c'était vraiment. T'as fait combien de fautes, Martine? Non, je ne dirai pas. Martine, c'était les vacances scolaires. Là, on la rencontre avec une race. Non, mais il y en a une autre en juin, tu viendras. Oui, ah, ok, d'accord. En juin, le 13 juin, il y en a une autre. Alors, Jérôme me rappelle la réunion publique de demain soir dans le cadre de la création de la liaison douce route du Grand Phare. La commune de Palais invite les riverains et les habitants concernés à la réunion publique le mercredi demain à 19h30 à la Chapelle. Elle permettra de présenter les projets, les objectifs et son insertion dans le secteur concerné. Vous savez, c'est la suite, c'est la tranche 2 de la voie verte en gros. C'est de la Saline jusqu'à l'entrée de la voie verte. 3 raisons pour lesquelles on fait les travaux à ces dates-là, je préfère le préciser tout de suite. C'est parce qu'il faut finir de sécuriser impérativement ce cheminement du potager. 2, il faut entamer les subventions qui nous ont été attribuées et qu'on a déjà décalées dans le temps, donc on a l'obligation de dépense des subventions. Et puis 3, si on vous dit mais pourquoi vous ne faites pas les travaux en hiver, ce serait beaucoup trop complexe. Notamment, il y a beaucoup de tranchées et surtout qu'on fait une déviation par le bois Trochu. Alors je ne vous explique pas si en hiver, si on fait passer des camions qui se croisent route du bois, notre route elle sera définitivement morte. Donc voilà pourquoi on mène les travaux dans cette période-là, mais ça va bien se passer. Il y a eu déjà un peu de méthodologie de mise en place par Jérôme. Vous savez le travail qui a été fait notamment avec l'écart bleu, avec certains riverains, avec les pompiers notamment, enfin voilà, avec tout ce qui touche la sécurité. Voilà. Donc réunion demain. Bon, j'en ai fini avec l'ordre du jour, le micro ne va pas s'éteindre. Mais je vous souhaite à tous une bonne soirée. Alors les budgets sont passés, le conseil est maintenant définitivement installé.
Donc on va pouvoir se mettre au travail, faire vivre les commissions, faire vivre les projets, les faire mûrir, les imaginer, les réfléchir, les partager. Donc voilà, ça va, un nouveau jour se lève sur le conseil municipal. Je vous remercie de votre présence et à bientôt. Il faut que tout le monde signe les budgets. Ah oui, signature des budgets obligatoire pour tout le monde dans le parapheur. Merci.